Je m'appelle Chani. Je suis né dans le sud de la France. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les animaux, et notamment par les gibbons. Après un voyage en Asie, j'ai décidé de tout quitter pour venir m'installer ici, sur l'île de Bornéo. J'ai créé la fondation Kalawet, qui vient en aide aux espèces en danger. On a construit des sanctuaires pour les recueillir et les soigner. Entre la vie au camp et nos missions de sauvetage, on ne s'ennuie pas à Kalawet. Alors venez avec moi, je vous emmène suivre mes aventures. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les 2 endroits où je passe le plus de temps à Bornéo. La ville de Palangkaraya, où j'habite avec ma famille, et le centre de conservation des gibbons de Pararawen, situé près de la ville de Muara TV. Je suis né et j'ai grandi dans le sud de la France, tout près d'un zoo. J'y allais tous les mercredis pour observer les animaux. À l'époque, je m'appelais Aurélien. Un jour, quand j'avais 12 ans, j'y ai rencontré Washo, une femelle gibbon. Elle était seule et elle me semblait triste. J'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai su à partir de ce moment-là que je voulais consacrer ma vie à cette espèce. Ensuite, tout est allé très vite. Contrairement aux chimpanzés, aux gorilles et aux orang-outans, les gibbons avaient été très peu étudiés. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans et l'un de mes textes a été publié par une revue scientifique. Les journalistes ont commencé à écrire des articles sur moi. Pour tout le monde, j'étais devenu un spécialiste des gibbons et ma vie était lancée. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'elle se déroulerait loin de la France, sur l'île de Bornéo. J'avais 18 ans la première fois que je suis venu en Asie. C'était en Thaïlande. Pendant les 3 mois de mon séjour, j'ai vu des gibbons dans la nature pour la première fois. Pendant le vol de retour vers Paris, l'hôtesse m'a donné quelques journaux. Et l'un des titres était que l'Indonésie avait perdu 2 millions d'hectares de forêt à cause des incendies. C'est à ce moment précis, alors que mon avion était juste en train d'atterrir à Paris, que je me suis dit que ma vraie destination, c'était en fait l'Indonésie. C'est pendant mon séjour en Thaïlande que les gens ont commencé à m'appeler Chani. Ça veut dire gibbon en thaïlandais. En arrivant à Bornéo, j'ai décidé de garder ce prénom. Sur l'île, j'ai tout de suite vu que la situation était inquiétante. De nombreux gibbons mouraient à cause de la déforestation, et les plus jeunes étaient capturés par les braconniers et vendus à des particuliers. J'ai décidé de créer la fondation Kalawet. Ça veut aussi dire gibbon, mais cette fois, dans la langue des peuples Dayak, les premiers occupants de Bornéo. Ça a été dur au début, mais maintenant, la fondation possède des milliers de donateurs. Le siège de Kalawet se trouve à Palangkaraya, et on a même créé une radio. Hey, comment ça va? Ouais, ça va bien. Là, on est à Radio Kalawet, qu'on a lancé en 2003. Le but de cette radio, c'est d'impliquer la jeune génération dans la sauvegarde des animaux et de la faire participer aux activités de la Fondation. La plupart des animaux que nous avons récupérés au centre ont été trouvés grâce à nos auditeurs. Ça nous aide à la fois à sauver les animaux et à parler au public des détentions illégales à Palangkaraya. On essaie aussi de divertir les gens parce que la conservation des espèces, ça ne doit pas être un sujet ennuyeux. On doit aussi s'amuser, c'est ça l'esprit de la radio. On ouvre l'antenne? Allons-y. Bienvenue sur la radio 99.1 FM, la meilleure musique pour vivre. Salut, vous retrouvez le trio habituel. Avec Boya,
Et Shani. Et comme toujours, sur 99.1, vous entendrez du bon son. Mais si vous vous souciez des animaux sauvages, vous pouvez appeler notre hotline afin qu'ensemble, nous puissions les secourir. C'est clair. Restez avec nous à l'écoute du 99.1 Radio Calaouette. Si les bureaux de Calaouette sont en ville, le centre de conservation des gibbons que nous avons créé se trouve plus au nord, dans la forêt de Pararawen. Et pour y parvenir, c'est un vrai périple. Il faut d'abord 6 heures de route en passant par Buntok, avant d'arriver dans la ville de Moira TV. De là, il reste 1 heure de bateau, sur le fleuve Barito pour arriver au centre. Généralement, je retrouve des membres de l'équipe avant d'embarquer. Aujourd'hui, c'est Nanto, le manager du centre, et Carlo, un employé, qui sont venus me chercher. Vous attendez depuis quand? Ouais, ça fait environ 1 heure. Le bateau est là? Oui, il est là-bas. On est enfin arrivé à Calaouette. Il est 19h30. Je suis vraiment crevé. Quand on sera au camp, je vais pouvoir enfin me reposer. Ici, tout est fait pour que les animaux se sentent chez eux. La nourriture est acheminée directement depuis la ville. Pour les gibbons, le régime alimentaire est composé à 80% de fruits. Alors il en faut en grande quantité. On est maintenant à l'intérieur du centre. On porte des masques parce que les primates, en particulier les gibbons, peuvent être infectés par les maladies humaines. Un simple rhume peut tuer un gibbon, donc on fait très attention. Ici, on héberge 141 gibbons. Des crocodiles, des ours. Ça fait 3 ans qu'on est installé là. Avant, le centre était sur un terrain qui ne nous appartenait pas, alors qu'ici, c'est à nous. On peut construire des abris, des volières et recueillir plus d'animaux. En face de Calaouette, il y a aussi une réserve, où il y a encore des gibbons à l'état sauvage et des ours. Donc on travaille avec le département des forêts pour protéger la réserve et s'assurer que les espèces sauvages ne soient pas menacées par les hommes. Le camp s'étend sur 8 hectares. On a construit quelques bâtiments au milieu de la forêt, pour l'accueil du personnel et le stockage de la nourriture. On a aussi créé une clinique et une nurserie où 3 vétérinaires exercent à plein temps. La vie au camp n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, Purbo, l'un des vétérinaires, vient de s'apercevoir qu'une femelle gibbon venait de s'échapper de sa volière. Attention, Donna s'est échappée de la cage. Faites attention et prévenez les autres. D'habitude, elle attaque. Allez aussi vérifier la cage. S'il y a un trou, il faut le fermer tout de suite. Attention, il y a un gibbon qui s'est échappé, il peut attaquer. Il y a un vrai risque qu'elle entre dans l'enclos des crocodiles. Mais le plus gros risque serait qu'elle attaque un autre gibbon. Là-bas, il y a Owi et Dodon. C'est un autre couple. Et comme les gibbons sont monogames, fidèles, ils n'aiment pas les autres gibbons. Ils pourraient s'attaquer à travers le grillage et se mordre. On doit la capturer le plus vite possible. Donna, normalement, pour l'attraper, vous la piégez ou vous l'anesthésiez? Si elle reste pas loin de la cage, on peut la piéger avec de la nourriture.
Ok, vous êtes où là? On va chercher le fusil au cas où. Ok. Purbo prépare son fusil et des flèches anesthésiantes, au cas où Donna refuse de revenir dans sa cage. C'est bon, je suis prêt. Comme il n'y a pas d'eau, elle est allée vers l'enclos du crocodile. T'as vu, elle le regarde. Vous avez trouvé le trou dans la cage de Donna? On doit faire très attention parce que même avec un trou aussi petit que ça, un gibbon peut s'échapper. Il lui suffit de passer la tête et après il arrive à sortir et à escalader la cage. Là, le trou doit être petit parce que le mâle est toujours à l'intérieur. Regarde. Elle a dû sortir par ici. Les fils de fer étaient complètement détendus. Du coup, les attaches se sont cassées. Elles avaient vraiment besoin d'être réparées. Allez, va-t'en, va-t'en. C'est ça le problème. Le fil de fer, il rouille. Les volières qu'on construit maintenant sont de meilleure qualité, mais elles nous coûtent aussi beaucoup plus cher. C'est un vrai investissement pour la fondation à chaque fois. Donna semble vouloir se rapprocher de sa volière. Pour éviter d'avoir à lui tirer dessus avec une flèche anesthésiante, nous allons essayer de l'attirer vers nous. À proximité de chaque volière se trouve une cage de quarantaine qu'on utilise lorsqu'un animal est malade. Nous décidons donc de lui ouvrir la porte. On va lui mettre un appât à l'intérieur. On va se cacher et si elle rentre, on court pour fermer la porte. Maintenant, on se retire. On a mis des fruits et on espère qu'elle va entrer. On doit faire attention parce qu'elle pourrait nous attaquer. Attention, elle s'approche. À mes côtés, Purbo se tient prêt. Si Donna refuse d'entrer dans sa cage, nous n'aurons alors plus le choix. Il faudra tirer sur l'animal pour l'endormir. Si on s'approche plus près, tu crois qu'elle va s'enfuir? On peut essayer. Mais elle est sur ses gardes. Ça va pas être facile. Donna s'approche doucement de la cage. Elle semble attirée par les fruits. Et elle n'est plus qu'à quelques mètres de l'entrée. Elle entre enfin dans la cage. Il faut faire vite avant qu'elle ne ressorte. Super. Les gibbons sont monogames. À l'état sauvage, ils vivent toujours en couple. C'est l'une des clés pour leur survie. Et c'est comme ça qu'ils protègent leur territoire. Tous les matins, ils chantent en duo. C'est pour ça qu'ils doivent toujours être à deux. Pendant toute leur vie, ils vont rester fidèles au même partenaire. À Calauet, notre premier travail, c'est de former des couples.
Bidou et Donna, par exemple, c'est un couple assez fort, mais nous n'avons pas encore trouvé de forêt pour les relâcher. Donc en fait, ils dépendent encore de nous. Chaque couple de gibbons partage une volière en forme de losange, sur une hauteur de 6 mètres. Ça leur donne un grand espace pour se déplacer et s'amuser. Malheureusement, certains gibbons refusent de se mettre en couple. C'est le cas de Eddie. Lui, ça fait longtemps qu'il est à Kalawet. Mais pour 2 raisons, il n'arrive pas à s'adapter. Premièrement, il a contracté une maladie humaine. Et deuxièmement, comme il est resté trop longtemps avec des hommes, il a du mal à accepter de vivre avec une femelle. C'est le problème avec les gibbons qui ont passé 7-8 ans avec les humains. En fait, ils se prennent pour l'un des nôtres. Et quand ils arrivent ici et qu'ils voient d'autres gibbons, ils les voient comme une menace, pas comme des amis. Leurs amis, pour eux, ce sont les hommes. Donc c'est ça qui les perturbe. Il y a un vrai problème d'identité. Les gibbons qui sont depuis longtemps à Kalawet devraient tous être en couple dans une grande volière. Malheureusement, il y a quelques mâles comme Eddie qui vont devoir passer toute leur vie seuls. Ils se comportent d'ailleurs aussi comme ça avec les humains. Là, il est sympa, mais si je rentre dans sa cage, à un moment donné, il va me faire comprendre que je ne suis pas son ami. D'un côté, il y a son instinct qui le pousse vers un désir d'indépendance et à s'éloigner des humains. Mais d'un autre côté, il ne se sent pas en sécurité avec les autres gibbons. C'est très perturbant pour lui. Et ça, c'est à cause des braconniers qui ont tué sa mère il y a 10 ans et qui l'ont vendu à des gens comme un simple animal de compagnie. Alors que c'est un gibbon qui aurait dû rester dans la forêt, comme tous les animaux sauvages. Ça va, t'es bien là? Il est unique. Il y a très peu de gibbons qui ont une tache blanche comme ça sur leur poitrine. C'est pour ça que Eddie est un gibbon très spécial. Je te laisse, d'accord? Avec plus de 140 pensionnaires, il se passe toujours quelque chose au centre. Après la fuite de Donna, Purbo a cette fois secouru une autre femelle, Strada, qui s'est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est cassée la jambe. Allez, on met les masques. Qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'elle s'est cassée la jambe. Elle a dû tomber dans la cage. C'est probablement parce que la cage est recouverte de mousse. Elle devait jouer dans sa cage et elle a dû y aller un peu fort. Ouais, elle a dû glisser. Ça prend du temps, non? À Kalawet, les gibbons comme elle, on les met d'abord en groupe, quand ils sont encore jeunes. Pendant cette période-là, ils apprennent en regardant les autres gibbons. Mais ils jouent de manière un peu brutale et malheureusement, on a souvent des fractures. Dans la nature, ça leur arrive de tomber aussi et ils se cassent parfois quelque chose. Il y a une étude qui a prouvé que beaucoup de gibbons sauvages avaient des fractures. Ce qui nous inquiète, ce n'est pas tant la blessure en elle-même, mais plutôt le traitement médical qu'il faut mettre en place pour la soigner. Parce que pendant ce temps-là, l'animal doit être séparé des autres gibbons. On est obligé de le mettre dans une cage pour lui procurer des soins. Et le stress lié au traitement est un vrai risque, spécialement avec des animaux comme ça. En plus, Strada a été infectée par l'hépatite B. Elle a d'ailleurs été infectée par l'homme quand elle était détenue en captivité.
Ses chances de retourner vivre dans la forêt à l'état sauvage sont minimes. Mais on doit continuer à s'occuper d'elle et tenter de lui donner une vie correcte. Elle avait déjà mangé ou pas? Non, elle arrêtait pas de jouer. Le problème à Calauet, c'est qu'on essaie d'aider les animaux, mais on a des moyens très limités. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse faire des radios pour voir exactement où se trouve la fracture, au lieu comme ça d'essayer de la détecter à la main. En fait, il faut vérifier si la fracture est nette ou complexe. Mais bon, heureusement, Purbo a beaucoup d'expérience. Une fois, il a même soigné un ours qui s'était fracturé la patte. Strada va devoir passer quelques semaines à la clinique en attendant que l'os se ressoude. Mais grâce aux soins de Purbo, elle pourra regrimper aux arbres sans problème. Je passe généralement une dizaine de jours au camp à chacun de mes séjours, avant de retourner à Palangkaraya. C'est là-bas que je vis avec Prada, mon épouse, et nos 2 garçons, Enzo et Andrew. Comme je suis souvent absent à cause des missions de la Fondation, j'essaie de passer un maximum de temps avec mes fils quand je suis là. Aujourd'hui, nous sommes installés dans une maison à proximité de la ville. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les premières années ont été très difficiles. On habitait sur le fleuve, à bord d'un petit bateau. Et comme certains habitants n'appréciaient pas qu'un jeune Français vienne s'occuper des animaux sauvages chez eux, la situation était parfois délicate. Avant, c'était là-bas qu'on avait mis notre bateau, juste entre la maison et le petit canoë. C'était en 2006. On avait un tout petit bateau, et c'est tout ce qu'on avait. On vivait dedans, donc quand Shani n'était pas là, moi je restais toute seule sur le bateau avec les enfants. Les gens croyaient qu'on s'était installés là juste pour faire un pique-nique, mais en fait, c'était notre maison. C'était vraiment une période difficile. Maintenant, ça va beaucoup mieux, heureusement. Il a une grande responsabilité ici, et il y a des risques qui vont avec. Son travail, c'est de protéger la forêt, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. En tant que mère de ses 2 fils, c'est sûr que j'ai peur parfois de ce qui peut nous arriver. À chaque fois, je dis aux enfants, vous ne partez pas sans papa ou maman, vous ne suivez personne d'autre. Je leur ai appris ça depuis longtemps. Depuis que mes fils sont tout petits, j'essaie de leur transmettre mon amour des animaux. Je leur apprends à s'en occuper et à mieux les connaître. Moi, j'ai pas peur. J'ai eu peur une seule fois. C'est quand papa a mis un serpent sur une branche, un très gros python. Et là, le serpent a sauté sur le visage de papa. Et là, papa s'est mis à courir et le serpent a plongé dans l'eau et il est parti. On doit faire attention, Andrew, hein? Voilà, tu le lances comme ça. Ce serpent n'est pas venimeux, mais les enfants doivent apprendre que venimeux ou pas, ils doivent toujours faire attention. Il faut savoir cohabiter avec eux. Il ne faut pas les déranger. Et il faut éviter de se faire mordre aussi. Pour eux, m'accompagner pour s'occuper des animaux, c'est tout à fait normal. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une vie un peu différente de celle des autres enfants qui jouent et qui ont d'autres habitudes. Ce que j'essaie de faire, c'est surtout de les guider correctement. Quand ils voient des gens qui aiment les animaux sauvages, mais pas de la bonne manière, j'essaie de leur faire comprendre. Aimer un animal sauvage, c'est le laisser vivre dans la nature. Ça paraît simple, mais pour un enfant, c'est un concept qui n'est pas toujours évident à comprendre. Comme on est petit, on les trouve mignons, on veut les avoir chez soi, on veut les caresser, on veut les toucher. Alors qu'en fait, il faut garder ses distances et les laisser en liberté. C'est pas facile pour les enfants d'avoir ce réflexe. Mais si je n'arrive pas à faire comprendre ça à mes enfants, comment je pourrais le faire comprendre aux autres? Moi, je suis sa femme. Je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Et avec mes fils, on est très fiers de lui. Il a fait tellement pour les autres. C'est ça qui est important. Ça fait 15 ans maintenant que j'habite ici. L'Indonésie est devenue mon pays.
Avec mon épouse, mes fils et toutes les personnes qui travaillent à Calahuète, on est tous mobilisés autour de notre mission. Depuis que nous avons créé la fondation, on a déjà sauvé des centaines d'animaux. Mais il y a encore tant de choses à faire. Il faut construire de nouvelles volières, acheter des appareils médicaux pour la clinique. Notre combat ne fait que commencer. Le fleuve Barito, puis on remonte la rivière Lemo sur environ 20 km. Après des années de sensibilisation auprès des habitants de Bornéo, les actions de Calahuète sont à présent connues sur toute l'île. La fondation a été créée pour protéger les gibbons, mais nous sommes aujourd'hui régulièrement sollicités pour venir secourir des espèces en tout genre. Si je me rends au village de Teloukliat, c'est que quelqu'un nous a signalé la présence d'un rapace détenu chez un particulier. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Les habitants des villages situés à l'intérieur de l'île s'appellent les Dayak. Ils vivent ici depuis des millénaires. Moi qui n'habite à Bornéo que depuis 14 ans, je n'arrive jamais en terrain conquis. À chacune de mes visites, je passe du temps avec eux pour apprendre leur culture et comprendre à quelles problématiques ils sont confrontés. C'est drôle, c'est toujours comme ça dans les villages. Que ce soit il y a 14 ans quand je suis arrivé en Indonésie ou aujourd'hui, les gens sont toujours très ouverts, très accueillants. C'est aussi ce qui m'a fait tomber amoureux de Bornéo. Je sais que quel que soit l'endroit où je me rends, même si c'est un tout petit village au fin fond de l'île, je vais toujours être accepté. Je suis le bienvenu. C'est vraiment super agréable. Ici, les habitants cultivent leurs propres terres et exploitent la forêt qui entoure le village. Mais leurs ressources sont très réduites. Les rapaces représentent pour eux une vraie menace. Ils s'attaquent à leurs poules. Alors, les villageois ripostent. C'est ce qui s'est passé pour l'oiseau que je viens chercher. L'homme qui l'a capturé lui a tiré dessus au fusil et l'a gravement blessé à l'aile. Lors du premier contact que j'ai eu avec lui par radio, l'homme a reconnu que l'animal avait besoin d'aide. Nous sommes tombés d'accord pour qu'il me remette l'animal. Bonjour monsieur. Bonjour. N'étant pas un spécialiste des rapaces, je ne sais pas encore à quelle espèce on a affaire. Ce qui est sûr, c'est que l'oiseau a l'air très affaibli. Le transporter jusqu'au centre Calahuète est un risque qu'on doit prendre si on veut avoir une chance de le sauver. On devrait le couvrir avec des vêtements. Et si on n'en trouve pas? On prendra juste un drap. Pendant le voyage, on doit couvrir la cage pour qu'il reste dans le noir. Les oiseaux sont très sensibles au stress et ils ont besoin d'obscurité. S'il ne voit pas ce qui se passe autour, il se sentira plus en sécurité. Là, on va aller directement au bateau, on le couvre et on s'en va. J'espère qu'il va arriver en vie au camp. C'est toujours la même chose dans ce genre de cas. Je suis à la fois heureux d'avoir pu sauver un animal, mais aussi inquiet parce qu'il y a des chances qu'il ne survive pas. Sur le chemin du retour, je préviens par radio le camp de l'arrivée imminente du rapace. Tout doit être prêt pour essayer de lui sauver la vie.
Voilà l'aigle. Il a été capturé il y a 5 jours. Il y a des marques sur le côté gauche et le côté droit. C'est parce qu'ils l'ont attaché. L'oiseau est assez calme, c'est bizarre. D'habitude, les animaux sauvages qui viennent juste d'être capturés sont très agités. Ils devraient se rebeller dans sa cage. C'est pas bon signe. S'il est si calme, ça veut sûrement dire qu'il est très faible. Normalement, c'est pas sa nature d'être comme ça. Mais là, il a plus assez d'énergie pour se défendre. D'après les informations qu'on nous a données, ça fait 5 jours qu'il lui donne du riz, alors qu'à l'état sauvage, c'est un prédateur qui se nourrit de petits animaux. Il a besoin de viande. Regardez, là, on voit la trace de la balle du fusil qu'il a touché. Non, c'est pas celui-là, ça ressemble plutôt à ça. Il ressemble à un milan noir. C'est une nouvelle espèce pour Calauet. On a déjà recueilli des rapaces ici, mais pas des comme ça. La seule solution maintenant, c'est de le mettre dans un endroit calme et de regarder comment il se comporte. Il est possible qu'une fois seul, il recommence à manger. Après ça, on regardera quel est le problème avec son aile. Il est stressé parce qu'il a été attaché. Ouais. Essayons juste de le mettre à l'intérieur. Le couvrir pendant quelques heures et une fois qu'il sera calmé, on essaiera de le soigner. Après avoir laissé passer plusieurs heures, Purbo va vérifier la cage. Mais malheureusement, l'animal n'a pas survécu. Si on avait pu le récupérer juste après qu'il ait été capturé, malheureusement, il est resté là-bas 5 jours. C'est comme ça. Parfois on réussit, parfois non. L'aigle n'est resté que 2 heures à Calauet avant de mourir, alors qu'il est resté 5 à 6 jours dans une cage. Peut-être que pendant toute sa captivité, il n'a pas mangé. Il était dans un lieu avec plein de gens autour. Ça a dû générer du stress. Sans parler de sa blessure à l'aile. On est arrivé trop tard. Si seulement on avait pu arriver juste après sa capture par les villageois, c'est sûr ses chances de survie auraient été meilleures. Maintenant, c'est sûr, on ne peut plus rien faire. À Calauet, nous avons pour règle de ne pas enterrer les animaux. Nous incinérons donc l'oiseau, en silence. On est vraiment très frustré quand on tente de sauver un animal et qu'on n'y arrive pas. Mais il faut aussi être réaliste. Vu son état, je crois que c'était vraiment impossible pour nous de le sauver. Pourtant, on a tout fait. On a tout essayé. On y a mis toutes nos forces. Mais parfois, ce n'est juste pas possible. C'est comme ça. On doit l'accepter. Nous n'avons pas réussi à sauver ce rapace, mais à Calauet,
Les échecs ne doivent pas nous arrêter. Chaque jour, nous devons être prêts à intervenir partout où des animaux ont besoin de nous, quelle que soit l'espèce. Dans le centre, en plus des 140 gibbons qui vivent dans les volières, nous avons déjà recueilli de nombreux singes appartenant à d'autres espèces, comme des nasiques par exemple. Nous avons aussi une dizaine d'ours, des serpents et même de fogaviales, une espèce de crocodile. Depuis peu, nous avons dû aménager une zone dédiée pour eux, avec des bassins adaptés. L'un de nos objectifs est d'ailleurs de les aider à se reproduire en captivité. Évidemment, avec ce genre d'animal, il vaut mieux prendre quelques précautions avant d'intervenir. Maintenant, c'est sécurisé. Le crocodile est dans l'eau. Notre plan à Namtou et moi, c'est de défaire ce tas. En fait, ce tas, c'est un nid. Et le but à Calawet est de laisser les crocodiles se reproduire et ensuite de relâcher les petits dans la nature. On ne peut pas relâcher les adultes parce qu'en fait, ils sont trop habitués à l'homme et ils risqueraient de rentrer en conflit avec les villageois. Ça, c'est le premier nid qu'on a fait. Et ça fait 2 mois qu'il est comme ça. Donc ça n'a pas l'air de marcher. Avec Namtou, on va essayer de comprendre pourquoi les œufs n'arrivent pas à éclore. Allez, on y va. Le crocodile a l'air tranquille. Voilà, ça c'est les œufs. Le fogavial, c'est une espèce de crocodile d'eau douce. C'est une espèce vraiment très menacée à Bornéo. Les crocodiles qu'on a ici à Calawet viennent de plein de régions différentes. Mais la plupart d'entre eux étaient détenus illégalement chez des gens. On ne peut pas les relâcher, mais par contre, s'ils se reproduisent, on pourra relâcher les petits. Et ils pourront grandir dans la nature. Donc c'est dommage que là, ça n'ait pas marché. S'ils n'ont pas pu éclore, c'est sûrement dû à la température du nid. Il est fait de terre et de feuilles qui viennent des alentours de la mare. C'est une leçon pour nous. Nous, on est avant tout des spécialistes des gibbons, pas des crocodiles. Donc ce qu'on va faire, c'est construire un incubateur pour être sûr que les prochains œufs vont éclore et qu'on pourra ensuite relâcher les petits dans la nature. Il y a quand même une bonne nouvelle avec ces œufs. Ça prouve que les crocodiles arrivent à se reproduire en captivité. Que la relation entre le mâle et la femelle se passe bien dans le bassin. Mais autour de l'eau, ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire leur nid correctement. En fait, il faut que la température à l'intérieur du nid soit la bonne pour que l'œuf puisse éclore. Si ces crocodiles sont menacés d'extinction, c'est avant tout parce que leur habitat a été détruit. La déforestation a fait que les rivières ne sont plus adaptées à eux. Comme il n'y a plus d'arbres près des rivières, il n'y a plus d'oiseaux et beaucoup moins de poissons. Et lui, c'est un prédateur, donc il a besoin de proie. Et là, ils n'ont plus rien à manger. Notre expérience avec les crocodiles hébergés au camp a fait de Calawet l'interlocuteur privilégié du département des forêts lorsqu'un nouveau cas de capture se présente.
Ce matin, j'ai donc été appelé pour intervenir sur un animal confisqué à un particulier par le gouvernement. Le reptile se cache au fond de ce bassin. Mon objectif est de le capturer à l'aide d'une corde et d'aller le relâcher dans la nature. Je suis accompagné de mon fils Andrew et d'un membre du département des forêts. Ils vont tous les deux m'aider dans l'opération. Comme l'animal semble ne pas vouloir se montrer, nous sommes obligés de pomper l'eau du bassin. Après quelques minutes, le dos de l'animal apparaît à travers la surface de l'eau. Sa double crête est caractéristique de l'espèce des crocodiles marins. On en trouve principalement en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le niveau de l'eau a considérablement baissé. Mon but est de faire passer la mâchoire supérieure du crocodile à travers le nœud coulant de ma corde et de serrer d'un coup sec pour l'attirer vers moi. L'opération est assez délicate. Aujourd'hui c'est un grand jour pour ce crocodile. On a rendez-vous à 1h de l'après-midi avec l'hydravion. Il va être relâché au sud de l'île dans les mangroves. Il va retrouver la liberté. Direction l'hydravion à présent. Il va nous emmener vers la zone de relâche. Nous survolons le fleuve Kapuas et après 20 minutes de vol, nous arrivons juste au-dessus d'une zone connue pour héberger des crocodiles marins à l'état sauvage. Après plusieurs années de captivité, il est temps de rendre enfin sa liberté à l'animal. Mission accomplie pour Andrew et moi. Nous rentrons au camp en sachant que les images de cette relâche de crocodile resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Qu'ils soient petits, gros, reptiles, insectes ou mammifères, il n'y a aucun animal qui ne me donne pas envie de l'aider. Mon prochain sauvetage va d'ailleurs concerner une espèce peu habituée à recevoir l'aide des hommes, la tarentule. Nous nous dirigeons vers une zone cultivée par les Dayaks de la région. Ici, on est tout près du camp de Kalawet. On vient avant qu'ils plantent le riz pour attraper et déplacer les tarentules qui sont sur la parcelle. Sinon, elles seront tuées lors de la plantation. Ici, c'était une forêt d'EVA. Les arbres ont été coupés et maintenant c'est devenu une rizière. Et une fois qu'ils auront récolté le riz, ils replanteront des EVA.
Et ça se déroule comme ça depuis toujours. Kemudian akan ditanam karet lagi. Jadi dari nenek moyang sudah seperti itu. Regardez, ça c'est un nid de tarentule, mais il est vide. S'il y en avait une dedans, il y aurait une toile. En fait, au moment où elle a ses petits dans le terrier, la tarentule le ferme avec sa toile pour éviter qu'une autre tarentule ou un prédateur y entre. T'en as trouvé un? Il y a une toile? Où ça? Ah ouais. Elle doit être grosse, on le voit avec le diamètre du trou et toutes les toiles qu'il y a. Les autres sont déjà partis, mais elle est restée. Elle doit être à 50 ou 60 cm sous la terre. On va creuser ici pour la récupérer et on ira la relâcher dans un autre endroit plus sécurisé. Parce que sinon ici, au moment de la plantation du riz, son nid va être détruit. Il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas risquer de lui faire du mal. Et il faut surtout pas la toucher dans son trou. Voilà une jolie araignée. Regardez ces canines. Elles peuvent faire presque 1 cm. Il faut la tenir soigneusement. Si on ne la dérange pas, elle ne nous dérange pas. En fait, elle est plus active la nuit. Elle sort de son trou et elle va chasser. C'est pas une araignée qui tend sa toile et qui attend qu'une bête ou un insecte se fasse prendre dedans. Elle chasse. Elle chasse vraiment sa proie comme un prédateur. On peut presque la comparer à un mammifère. À Bornéo, les Dayak coupent les canines et les donnent aux enfants pour jouer. Après, ils la mangent. T'en as déjà mangé, toi? Non, ça va pas. Ouais, c'est ça. C'est juste que tu veux pas me le dire. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'en ai jamais mangé. Voilà, on rentre au centre de Kalawet. On doit remettre nos masques pour passer près des gibbons. Ça y est, on s'est éloigné un peu des cages des gibbons. Ici, c'est l'endroit idéal. On va maintenant pouvoir la relâcher. Au début, comme on l'a manipulée, elle fait semblant d'être morte. Elle bouge plus. Et quand elle va voir que les alentours sont sûrs, là, elle va se remettre à courir. Qu'il s'agisse d'une tarentule, d'un crocodile ou d'un aigle, finalement, pour moi, le sauvetage des animaux sauvages est devenu une seconde nature. On me dit parfois que dépenser autant d'énergie pour un animal est inutile et qu'il faudrait mieux se consacrer aux problèmes des hommes. Mais je suis au contraire convaincu que redonner une chance à tous ces animaux menacés nous rend plus humains. C'est à nous et à personne d'autre de protéger l'immense richesse de la nature qui nous entoure. Appelez ça une mission, un devoir. Peu importe. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'une des rares réserves protégées de Bornéo.
Situé au sud de l'île, le parc national de Tanjung Puting. Si je suis venu en Indonésie pour protéger les gibbons, ma vie à Bornéo m'a aussi fait découvrir de nombreuses espèces de singes qui vivent sur l'île. Et le parc de Tanjung Puting est justement l'un des lieux où ils sont encore le plus nombreux à vivre à l'état sauvage. Pour pénétrer à l'intérieur du parc, nous empruntons le fleuve Kumai sur quelques kilomètres, avant de bifurquer sur une petite rivière qui serpente au milieu des arbres. Ça y est, je suis dans la forêt du parc national de Tanjung Puting, en plein centre de Bornéo. Juste au bord de la rivière, il y a énormément de naziks qui vivent en liberté. Au cours des 2 prochains jours, je vais en profiter pour étudier leur comportement dans la nature. Des naziks, des macaques, des sangliers, des reptiles. Cette réserve de 400 000 hectares héberge une biodiversité exceptionnelle. Mais ce qui a contribué à la renommée internationale du parc, c'est la présence de 6 000 orang-outans, ce qui constitue la plus grande population de cette espèce au monde. L'écosystème du parc se caractérise par la présence d'une forêt de tourbières. Elle est idéale pour cette espèce de primate qui se nourrit principalement de fruits. La tourbe qui recouvre le sol regorge d'humidité. Elle garantit la présence d'une grande variété d'arbres qui peuvent produire des fruits à brefs intervalles de temps. Les orang-outans profitent donc ici d'une source régulière de nourriture tout au long de l'année. À chacune de mes visites à Tanjung Puting, j'en profite pour aller avec l'un des gardes du parc, observer les orang-outans. Ils passent la majeure partie de leur vie dans les arbres à la recherche de nourriture. Pour dormir, ils se construisent des nids, perchés au-dessus du sol, à une quinzaine de mètres de haut. C'est quoi, c'est un nid là-haut, non? Oui, il est nouveau. Regarde, on voit les feuilles. Au-dessus de nous, il y a un orang-outan sauvage. C'est une femelle avec un jeune. Normalement, lorsqu'ils se sentent en danger, ils poussent des sons comme ça. C'est un son vraiment typique quand ils ont peur. Et s'ils sont en colère, ils peuvent même casser des branches et nous les lancer. Mais comme ici, ils ne se sentent pas en danger, ils sont calmes. Je ne veux pas m'approcher plus pour ne pas les embêter. Ils risqueraient de partir ou de monter encore plus haut dans les arbres. Après ces quelques heures passées avec les orang-outans, il est temps de retourner sur la rivière pour accéder à une autre zone du parc. On prend le petit bateau, c'est ça? Oui, on pourra mieux s'approcher avec le petit. Donc là, on va prendre le bateau pour aller observer les naziks. Et j'espère qu'on va pouvoir s'approcher le plus près possible, parce que jusqu'à présent, on n'a pu les voir que d'assez loin. Bonjour.
C'est l'habitat idéal pour les nasiks. Ils adorent être au bord de la rivière. Ce sont des primates très spéciaux, parce qu'ils n'existent qu'à Bornéo. Ils sont spéciaux parce qu'ils ne se nourrissent que de feuilles. Ils ne peuvent pas manger de fruits. C'est une espèce en danger d'extinction. Il n'en reste que quelques milliers sur l'île. Comme on en voit plein sur le bord de la rivière, les gens se disent « Oh, ça va, il y a encore plein de nasiks ici. » Mais à l'intérieur de la forêt, il n'en reste que très peu, voire plus du tout. Les nasiks vivent en groupe, dominés par le grand mâle. Ils suivent toujours le même chemin pendant 2 ou 3 semaines pour se nourrir, puis reviennent au même endroit pour se reposer au bord de la rivière. Ils constituent une cible facile pour les braconniers qui peuvent les tuer depuis leur bateau. Aujourd'hui, l'espèce est très vulnérable et on compte moins de 7000 individus sur l'île. Des programmes de protection ont été lancés à Bornéo, et notamment au sein du parc de Tanjung Puting, pour que cette forêt puisse rester la leur. Coupe le moteur, il y a un groupe de nasiks juste devant là. Ils sont super nombreux. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est génial. Hello. Il y a un gros mâle là-bas. Le nasik est un primate unique, et comme il se nourrit exclusivement de feuilles, il a un gros ventre. Le mâle dominant, qu'on appelle le mâle alpha, en plus d'avoir un gros ventre, il a aussi un gros nez, un peu comme moi. Ici, les gens les appellent les singes hollandais, parce qu'ils ont des visages roses et des nez pointus, comme les Européens. Oh, c'est génial. Un matin, comme ça, se réveiller sur la rivière, avec la forêt autour, ça me donne de la force pour continuer à lutter pour protéger cette forêt et faire en sorte qu'elle reste la maison des primates. Après ces 2 jours passés dans le parc national, il est temps pour moi de repartir à Palangkaraya, car une nouvelle mission m'attend. Après avoir admiré les orang-outans en liberté, je vais être confronté à une autre réalité de l'île. C'est maintenant un orang-outan capturé par les hommes qui a besoin de mon aide. Sar, on vient de recevoir un appel. Il y a un orang-outan à secourir. On doit y aller aujourd'hui. On verra là-bas si on peut le ramener tout de suite au centre. T'as préparé l'équipement? Oui, il est prêt. Ok, alors allons nous occuper de la cage. On vient de recevoir une information nous disant qu'il y a un bébé orang-outan dans le village de Kuala Kurun.
kampung yang namanya Kuala Kurun. Jadi kurang lebih 4. Ça se trouve à 4 ou 5 heures d'ici. Kita walaupun dia bayi tetap aja kita bawa senapan. Même si c'est un bébé, on va quand même prendre les fusils à fléchettes. Obat biusnya di mana? Il y a peu de chances qu'on en ait besoin pour un bébé, mais quand on part en mission, on ne sait jamais si on ne va pas rencontrer d'autres animaux en route. Tapi selama perjalanan On doit être toujours prêt. bisa aja kita ketemu satwa lain. Jadi kita harus selalu On a les siap. vitamines, Ini ketamin gants, siap. masques. Sarung tangan, masker. Jadi kita harus siap kamu. On doit vérifier qu'il ne nous manquera rien une fois sur place. Perjalanan. Jadi kita Mais on doit aussi faire vite, parce qu'une fois qu'on a reçu l'appel, on ne sait jamais ce qui peut arriver. tahu apa yang akan terjadi dan fokus. Le principal maintenant, c'est la sécurité de l'orang-outan. Keselamatan si orang-utan itu. Allez, on y va. Kau nang aja. On va mettre la cage dans la voiture. Kita taruh sini aja. Ya. Ayo Sam, Allez Sam, kamu di depan. va devant. Kalau kamu Tu peux pas rester là. Ya memang kalau kita respon panggilan seperti ini, Quand on répond à ces appels, on est à la fois heureux et inquiet. rasa semangat, Heureux parce qu'on peut se rendre utile et peut-être sauver un animal, mungkin bisa menyelamatkan hari ini satwa. Tapi di sisi lain ada mais aussi inquiet parce que ça se trouve à 4 heures d'ici sana tadi malam. et que comme il a plu la nuit dernière, Jalannya la route sera très mauvaise et on craint d'arriver trop tard. sana sudah terlalu lambat. L'animal pourrait être mort ou vendu, ça arrive souvent. Sering terjadi kita dipanggil. Le village de Kuala Kurun se trouve dans le nord de la province centrale de Bornéo, près de la rivière Katingan. Saya memang belum C'est la première fois que je vais à Kuala Kurun. di mana kita Mais une chose est sûre, que ce soit à Kuala Kurun ou dans n'importe quel autre village, di kampung yang mungkin même s'il se trouve à 10 heures de Palangkaraya, la situation est la même partout. situasinya sama. Hutan La forêt a été détruite pour laisser place à des plantations de palmiers, pour produire de l'huile. seluruh Kalimantan skenario L'habitat des orang-outans a été complètement dévasté. kita hancurkan habitat Dans les plantations, les orang-outans ou les gibbons sont tués. Ketemu dengan induk Les ouvriers ou les braconniers prennent leurs bébés et les vendent comme animaux de compagnie. dijual sebagai mainan. Le problème, c'est que si les bébés survivent, après ils grandissent et quand ils sont adultes, ils peuvent devenir dangereux. Ce sont des animaux sauvages, donc on ne peut pas les garder comme ça à la maison. À la fin, ils finissent par mourir. C'est toujours pareil. Di mana-mana selalu sama. Après 6 heures de route, nous arrivons enfin à l'adresse que l'on nous avait indiquée. C'est un jeune couple qui nous accueille. Il me raconte l'histoire du bébé orang-outan. Elle est classique. Sa mère a été tuée par des braconniers et lui a été capturé par des ouvriers d'une plantation d'huile de palme. Ils l'ont gardé sur un arbre pendant 2 mois. Dapat dijelasin. Quand la jeune femme et son mari ont appris que l'animal était détenu dans la plantation, ils ont négocié avec la compagnie pour le récupérer et le soigner. Oke, sip. La femme est infirmière et a pu s'occuper correctement de lui. Takutnya nanti cari lagi. Ils l'ont appelé John Kay. Bulan. Isi lah. Je peux le prendre? Il est malade? Vous pouvez dire s'il va bien? Agak lemas Il me sih. semble un peu léthargique. Jadi ini Mais sinon, il a l'air d'aller. ekor jantan. C'est un mâle. Kondisinya bagus gitu. Il est en bon Jarang état. kita dapat orang-utan yang sekecil ini dalam kondisi yang Il est baik. rare que nous récupérions un jeune orang-outan en aussi bon Jadi état. Susunya udah tepat. Semuanya sudah. Il a été nourri avec le bon lait. Dia ada harapan dia bisa jadi besar. Il y a un espoir qu'il puisse grandir et qu'on puisse le relâcher dans la nature. Kembali ke alam. Il n'est pas blessé, son poids est normal. Nggak kurus. Padahal sudah dipiara jumlahnya hampir 3 Quand un orang-outan est capturé très jeune, il est rare qu'il puisse survivre. bulan lebih. Habituellement, ceux qui sont capturés dans les plantations d'huile de palme sont un peu plus âgés et ils ont de meilleures chances de survie. Itu yang ditangkap di perkebunan sawit agak sedikit lebih tua. Jadi daya tahannya akan lebih. Celui-ci est si petit Ini kecil. et Dieu merci, il est en bonne santé. Dalam kondisi yang baik. Ya, Shani, vous l'emmenez?
Si on veut lui rendre visite, est-ce qu'on pourra venir? Bien sûr, nous vous donnerons des nouvelles de toute façon. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, nous allons bien prendre soin de lui. Et nous allons lui trouver un bel endroit pour vivre. À Calauet, nous nous occupons de toutes sortes d'animaux. Mais il existe de nombreuses associations qui sont spécialisées dans la prise en charge des orang-outans. Nous amènerons sûrement John Kay dans l'un de ces centres, parce qu'ils sont plus grands que celui de Calauet. Et surtout, ils ont plus d'expérience que nous avec les orang-outans. Le problème pour John Kay, c'est que depuis qu'il a été capturé, il a été nourri par les humains. Petit à petit, il a sûrement fini par s'identifier à eux. C'est ça le principal problème. Avec ce qu'il a vécu, ça sera difficile de le réintroduire à l'état sauvage. Pour l'instant, la première étape est de savoir s'il est en bonne santé. Il y aura d'abord des examens de sang, puis on va essayer de le mélanger avec d'autres orang-outans. Ce qui est fondamental. Mais pour ce qui est de le relâcher à l'état sauvage, ça risque de prendre des années. Combien de dents tu as, toi? Seulement 2? Franchement, il est rare qu'on nous donne un bébé orang-outan en si bonne santé. La plupart du temps, lors de la capture, ils sont en mauvais état. Eh, tu me fais mal! Mais ce bébé orang-outan a eu de la chance, même s'il a perdu sa mère. Mais bon, à cause de toutes ces captures, on estime que d'ici 15 ans, il n'y aura plus d'orang-outans à l'état sauvage sur l'île de Bornéo. Je peux lui dire au revoir une dernière fois? John Kay, chérie, tu vas guérir. Tu vas te faire de nouveaux amis là-bas. Donc l'orang-outan est avec Kossar maintenant. Il boit du lait et on rentre à Palangkaraya. Tout va bien. Merci beaucoup pour l'aide. Si vous n'aviez pas été là, il n'aurait pas survécu. Je vous remercie vraiment. Allez, n'hésitez pas à m'appeler pour prendre de nouvelles. Prenez bien soin de John Kay. De retour dans les locaux de la fondation à Palangkaraya, je retrouve Prada et Enzo, notre fils cadet, que tout le monde surnomme Dédé. Regarde le bébé orang-outan. Orang-outan? Il était capturé? Il n'a pas de maman. Sa maman a été tuée? Elle n'était plus là? Je n'ai que quelques heures pour préparer le transport de John Kay vers sa prochaine destination. J'ai décidé de le confier à une fondation spécialisée dans la sauvegarde des orang-outans. Elle dispose d'un lieu idéal pour recueillir les jeunes singes de cette espèce. Maintenant, on va mettre John Kay dans la voiture et ensuite l'équipement. Papa, vous allez où? Dédé, toi, tu restes là. Je veux venir. Au revoir, John Kay. Sam, allez, tu montes là dans la voiture. Allez. Et Dédé se met où? Dédé se met où? Dédé reste ici pour aider maman. Allez, viens me faire un bisou. Désolé, Dédé ne peut pas venir. Dédé va m'aider en prenant soin de maman. La prochaine fois, Dédé pourra venir, promis.
La prochaine fois, tu pourras venir. Allez, je dois y aller. Allez Dédé, après on va aller voir ton frère. Il est toujours comme ça quand son papa le quitte, mais ça va bien se passer. Après, je vais l'emmener faire une promenade. Oh, c'est trop dur. Yellow. Allô, oui? Iya. Ah, Oke. pauvre Dédé. Cerita mon amour. Ya kasihan Dede. Oke. Ya. Oke anak. Bon, mon fils ne pleure plus. C'est toujours difficile de le quitter. Sur un mois environ, je suis à la maison seulement 10 jours. Donc à chaque fois que je m'en vais, je vois mon fils pleurer. Même si je sais que c'est pour la bonne cause, que tout ce que je fais pour les animaux et la nature, c'est aussi pour l'avenir de mon fils en quelque sorte, c'est quand même difficile pour moi d'être loin d'eux et de le voir pleurer comme ça. Mais bon, maintenant il pleure plus, c'est déjà ça. Je peux partir l'esprit tranquille. Le centre Nyaru-Menteng est situé à une trentaine de kilomètres de Palangkaraya. Il a été créé en 1999, en plein cœur de la forêt, et il a déjà recueilli plus de 600 orang-outans orphelins. Ini si kecil kan. Alors voilà la personne qui prend soin des orang-outans ici. À partir de maintenant, John Kay est entre de bonnes mains. Et voilà un orang-outan de plus de sauvé. Imaginez, des milliers sont tués ici à Bornéo. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de joie, mais je ressens aussi de la colère et de la frustration. Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi John Kay est pris en charge ici alors qu'il y a 2 mois, il est né dans la forêt, dans les bras de sa mère? Ça me révolte. Aujourd'hui, la survie des singes de Bornéo dépend d'associations qui ont décidé de consacrer leur vie à la sauvegarde des différentes espèces de l'île. Malheureusement, la destruction incessante de la forêt, au profit des plantations d'huile de palme ou de l'industrie minière, grignote jour après jour l'habitat naturel des animaux. Si le phénomène persiste, les populations de singes, privées de ressources pour se nourrir et se protéger, continueront de voir leur nombre diminuer, irrémédiablement. Jusqu'à ce que les gibbons, les nasiques ou les orang-outans, qui vivent à l'état sauvage, aient totalement disparu. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les forêts de Kalimantan. C'est comme ça qu'on appelle la partie indonésienne de Bornéo. Depuis des dizaines d'années, les forêts de l'île sont sérieusement menacées par la surexploitation. Et les animaux en paient le prix fort. Plus leur habitat est détruit, plus les espèces sauvages sont en danger. Alors protéger la forêt, c'est devenu l'un de mes combats quotidiens. Là, je suis en train de préparer le paramoteur, parce que je vais aller survoler la réserve. Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de perturbations, comme par exemple des bûcherons qui n'ont pas le droit d'être là. En survolant directement la forêt, on les repère tout de suite, et on peut agir directement pour préserver l'habitat des gibbons. Je dois faire attention.
parce que ça fait pas longtemps que j'ai appris à piloter cet engin. Mais je pense que c'est une bonne solution pour pouvoir mieux protéger la forêt. Et c'est une première en Indonésie. La protection de la forêt par voie aérienne en utilisant un paramoteur, c'est vraiment une première. Pararawen est une réserve d'État de 6000 hectares. Elle se trouve tout près du centre Kalawet de Muara Tewe. En face, la Fondation a récemment acheté quelques hectares de forêt supplémentaires pour protéger des nasiks et des gibbons qui vivent de ce côté-là du fleuve Barito. Il me faut à peine 30 minutes de pirogue pour arriver sur une zone dégagée que je peux utiliser pour le décollage. Voilà, par ici ça me semble pas mal. Je devrais pouvoir décoller. La réserve se trouve là-bas, juste derrière cette colline. Mon plan, c'est de voler à 300 mètres d'altitude vers l'est et ensuite de survoler la forêt en faisant un tour complet. Ça me prendra environ 1 heure. La réserve est bordée par une mine de charbon. L'un de mes objectifs, c'est de vérifier que les zones qui sont à la lisière du sanctuaire ne sont pas perturbées par la mine. Ce rôle a été confié à Kalawet par le département indonésien des forêts qui gère la réserve. Comme il n'y a presque pas de vent et que je suis encore amateur, ça fait presque 2 heures que j'essaie et que j'arrive pas à décoller. Si j'arrive pas à faire ma surveillance et qu'il y a des bûcherons qui coupent des arbres en toute illégalité, c'est sûr qu'ils pourront s'en donner à cœur joie. La réserve de Pararawen semble en parfaite sécurité aujourd'hui. C'est vraiment super de la voir d'en haut. Les conditions de vol sont bonnes, pas de perturbations, une bonne visibilité, c'est juste génial. Pendant le vol, je prends un maximum de photos de la réserve. Ça permet de suivre l'évolution de la forêt et de repérer la présence d'activités interdites. Maintenant, je dois atterrir parce que c'est déjà la fin d'après-midi et le soleil va bientôt se coucher. J'essaie de faire ce genre de surveillance aérienne chaque fois que je viens à la réserve de Pararawen. Au moins 1 fois par mois. Là, par exemple, en 40 minutes de vol, j'ai pu surveiller la moitié des frontières du sanctuaire. Et j'ai pas vu de nouvelles coupes illégales d'arbres. Les photos que j'ai prises, je vais les envoyer à mes amis du département des forêts. Et moi, je vais continuer à venir régulièrement surveiller la zone. Le but, c'est qu'avec mes patrouilles, les bûcherons illégaux n'osent pas venir dans la réserve et choisissent d'autres endroits.
loin d'ici. Partout dans le monde, les défenseurs de la nature dénoncent la destruction de la forêt de Bornéo. Mais les enjeux économiques et les pouvoirs des industriels sont tels qu'il est extrêmement difficile de faire changer les choses. Sur l'île, les ressources à exploiter sont nombreuses et les secteurs qui sont épargnés sont très rares. Rien que sur la province centrale de Kalimantan, dont la superficie correspond à un quart de la France, les zones exploitées sont partout. Il y a d'abord les compagnies d'huile de palme qui détruisent des milliers d'hectares de forêt pour les remplacer par des plantations de palmiers. On trouve aussi des dizaines de mines, charbon principalement, mais aussi cuivre, fer, zinc et même de l'or. Sans oublier les champs de poivre, café ou thé, coton, cacao, sucre, noix de coco, citronnelle, caoutchouc. À côté de toutes ces exploitations, les quelques zones de forêt protégées paraissent bien faibles. Aujourd'hui, il suffit de circuler en pirogue pour mesurer l'ampleur de la situation. Regardez ça. Ces troncs qu'on fait flotter jusqu'à la mer, c'est typique de Bornéo. Ils proviennent de compagnies qui sont en amont du fleuve. Avant que les compagnies d'huile de palme ne détruisent tout, ce sont d'abord les compagnies forestières qui prennent les grands arbres. Il faut ensuite de grands radeaux comme celui-ci pour les envoyer en aval, vers la ville de Banjarmasin qui se trouve à l'embouchure du fleuve. Et de là, ils sont exportés vers l'étranger. Il y a un siècle, 100% de Bornéo était recouverte de forêt. En 2005, il n'en restait que 50%. Et 10 ans plus tard, le chiffre est tombé à 35%. Aujourd'hui, la situation de l'île est dramatique. Depuis que j'ai fait l'acquisition de mon paramoteur, je me rends régulièrement dans différentes zones de la province pour effectuer des survols. J'ai accumulé des dizaines d'heures de vidéos et des milliers de photos que j'envoie aux autorités indonésiennes pour qu'elles constatent les ravages subis par la forêt. Allez Sam. Il fait un peu nuageux aujourd'hui. Mon but ce matin, c'est de survoler un endroit qui s'appelle Ampapak. Ampapak a fait partie de Kalawet pendant 11 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une déforestation massive dans le secteur. Donc je vais aller voir comment est la situation sur ce terrain, parce qu'il y a une grande population d'orang-outans et de gibbons dans la région. J'ai besoin de savoir précisément où on en est. Allez, on va chercher le matériel ? Je trouve que le ciel est encore très nuageux. Je ne suis pas sûr de pouvoir voler sur Ampapak ce matin. Je vais quand même essayer de décoller et je verrai une fois en l'air si je peux aller survoler la zone ou pas. Quand il y a des nuages comme ça, le risque c'est que quand la température va se réchauffer, le vent va se lever. Et le vent, ça peut secouer le paramoteur vraiment très fort et j'aime pas du tout ça. Ce sont pas des bonnes conditions pour voler, mais je vais quand même essayer. Il y a quelques mois, j'ai essayé de survoler Ampapak et il y a eu une tempête là-bas. J'ai été obligé d'atterrir en catastrophe dans la forêt. Et j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Heureusement, c'est léger.
Le vent est pas génial, hein. Non. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'utilise le paramoteur pour surveiller la forêt. C'est vraiment efficace parce qu'on peut observer une grande surface de forêt avec très peu de personnel. En peu de temps, je peux évaluer la situation et personne ne peut me tromper. Avant, quand j'arrivais quelque part et qu'on me disait « T'inquiète pas, Shani, les bûcherons sont très loin de la zone protégée », j'avais pas moyen de le vérifier rapidement. Maintenant, avec le paramoteur, il me suffit d'une demi-heure de vol pour savoir exactement si une partie du secteur est en train d'être détruite ou non. Radio check. Nggak masuk. Radio check. Radio check, masuk nggak? Chaque fois que je suis en vol, on communique par radio avec mon fils. Je lui donne en permanence ma position dès qu'il ne me voit plus, au cas où mon moteur tombe en panne. Comme ça, si je dois atterrir en catastrophe dans la forêt, Andrew connaît ma position. Et il peut appeler sa maman pour qu'elle vienne récupérer son papa qui est perdu dans la forêt. Donc le rôle d'Andrew est très important. Comment ça va là-haut? Ça va, je suis en route. Les conditions sont OK. Papa se dirige vers Ampapak pour protéger le territoire là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent des routes d'accès pour aller couper les arbres. Ils veulent les vendre aux compagnies forestières. En 2005, Calawet avait créé une réserve de 7 km² autour du lac. Nos infrastructures étaient installées sur une petite île inhabitée. C'était un lieu paradisiaque pour les singes. Mais l'endroit ne nous appartient pas et nous avons dû déménager. Aujourd'hui, le gouvernement de la province a changé le statut des terres pour donner la zone à des propriétaires terriens et la transformer en plantation. La forêt y est sérieusement menacée. Les exploitations d'huile de palme se développent. Depuis le ciel, on voit bien les routes d'accès qui sont ouvertes à travers les arbres pour que les bûcherons et les ouvriers puissent acheminer leur matériel. Depuis mon dernier survol, ils ont détruit une vingtaine d'hectares par semaine. Lorsqu'un bout de forêt est détruit, les animaux sont obligés de partir et essaient de s'installer à côté, là où il y a encore des arbres. Sauf qu'il y a déjà des animaux là où ils se rendent. Ils n'ont nulle part où aller et finissent par mourir. Ici, le vent est beaucoup plus fort qu'avant. Peut-être parce que la forêt a été coupée et qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été défrichés. Chaque année, c'est de pire en pire. Le vent souffle de plus en plus. Le vent d'ouest, qui est le plus puissant, n'est plus arrêté par les arbres. Et ceux qui protégeaient les maisons ont été coupés, donc il y a de nombreuses maisons qui se sont effondrées, simplement balayées par le vent. Depuis que ce terrain est utilisé pour décoller, je viens aider Shani. Ce qu'il fait, c'est vraiment important pour protéger l'environnement. Bonjour. Vous savez si on peut louer des motos par ici, juste pour aller à côté? On peut attendre ici pour les prendre? Heureusement, cet homme est prêt à nous aider. On va aller directement sur le terrain en moto.
Je ne suis jamais allé là-bas par la nouvelle voie d'accès qu'ils ont ouverte pour aller couper les arbres. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave. J'ai envie d'aller voir ça tout de suite sur place. On est sur le chemin qu'ils ont ouvert à Ampapak. Avant, c'est ici que Calauet avait ses infrastructures. On voit maintenant à quel point la forêt a été attaquée. La création de cette route, c'est le début de la déforestation. Pourquoi? Parce que le reste de cette parcelle de terrain est maintenant accessible. Vous voyez cette tourbe de 2 mètres d'épaisseur? À la prochaine saison sèche, tout va brûler. On le voit avec cette route. L'eau qui devrait être dans la forêt en ce moment même, elle est bloquée dans des tranchées. Donc la forêt est en train de s'assécher et le risque d'incendie est extrêmement élevé. Et c'est vraiment triste, parce que je ne peux absolument rien y faire. Les incendies sont une des conséquences graves de l'exploitation des sols. Ils accentuent la destruction des forêts et ont des effets dramatiques pour la population. Chaque année, des dizaines d'hectares sont détruits par le feu, et certains villages sont plongés dans un immense nuage de fumée. La destruction de la forêt a un impact sur tout l'écosystème. Je vais en avoir à nouveau la preuve lors de ma visite dans le village de Muara Inu, au bord de la rivière Lahai. Je viens d'arriver à Muara Inu, un village situé à 4 heures de Calauet. Je viens rendre visite à mon meilleur ami, quelqu'un de très important dans ma vie. Mais là, je suis très surpris de voir le village comme ça, tout inondé. Même si les inondations, c'est pas un phénomène nouveau à Bornéo. C'est très fréquent que les villages de l'île soient inondés au moins une fois pendant la saison des pluies. Mais là, ça prend des proportions inquiétantes. Avec les usines et la déforestation, il y a de plus en plus d'inondations. Ce qui arrive ici à Muara Inu, c'est symbolique de ce qui se passe quand la forêt disparaît. Il n'y a pas que les animaux sauvages qui sont victimes de ça, il y a aussi les gens qui habitent le long de la rivière. C'est par là, chez Wawa. Bah oui, mais comment je peux passer? Ça y est, te voilà. Quand je t'ai vu arriver par là-bas, je savais que t'allais pas passer, hein. Pas facile d'arriver chez toi, hein. Ça va, je te le confie.
Tu vas réussir à l'amener, toi? Allez. Ouais, fais attention là-bas. Ta maison est inondée? L'eau a déjà recouvert le plancher? Presque, mais pas encore complètement. Ah, heureusement. Hein. Viens, mon chien. Je suis vraiment heureux de retourner à Muara Raino. Ça fait 6 mois que je ne suis pas venu ici. Mais je suis triste de voir dans quelles conditions vivent les habitants. Parce que là, c'est vraiment inondé. Il y a énormément de maisons qui sont touchées. On ne voit même plus la différence entre les forêts, la rivière et le village. Il y a de l'eau partout. C'est presque tout inondé ici, hein? Comment vas-tu, Wawa? Ça va bien. Je suis heureux de te voir. Comment ça va? Je suis en forme. Oh là là, c'est tellement inondé. J'ai rencontré Wawa il y a 2 ans. Son prénom veut dire gibbon en indonésien. Et le mien, Shani, veut aussi dire gibbon en thaïlandais. Nous sommes devenus amis tout de suite. Wawa était atteint d'une malformation au visage et j'ai aidé son père pour qu'il se fasse opérer à Jakarta, la capitale du pays. Depuis, j'essaie de leur rendre visite régulièrement. Dans les contacts du téléphone portable de son père, il y a écrit Wawa pour mon numéro. Et donc, il m'appelle aussi Wawa, du coup, comme son fils. C'est pour ça que Wawa, c'est plus qu'un ami pour moi. C'est un symbole très fort de ma vie à Bornéo. Bien sûr, mon travail, c'est d'essayer de venir en aide aux animaux sauvages. Mais il n'y a pas que les animaux qui souffrent ici. Les gens qui habitent dans les villages sont eux aussi confrontés à des situations très difficiles. Faut pas l'oublier. Tu travailles bien à l'école, ok? Oui, promis. Au revoir, madame. J'ai revu Wawa et sa famille et les amis du village de Muara Raino. À chaque fois que je viens ici, ça me fait du bien. Bornéo, c'est devenu ma maison maintenant. Je m'y sens vraiment comme chez moi. Et quand je repars d'ici, ça me donne encore plus envie de me battre pour essayer d'améliorer les choses. Ça me redonne du courage, en fait. À Bornéo, le cycle naturel des forêts a été complètement perturbé par la déforestation. Sans arbres et sans tourbe, l'eau n'est plus retenue par la forêt. Quand il pleut, les villages sont exposés aux inondations. Et quand il fait chaud, le risque d'incendie augmente. La seule solution, c'est que je continue à filmer la situation depuis le ciel, pour montrer à tous les Indonésiens ce qui se passe sur le terrain, et pour que des mesures de protection soient mises en place par le gouvernement. Pour qu'un jour, la destruction des forêts de Kalimantan s'arrête enfin. Aujourd'hui, je m'apprête à partir dans la région de Pundu, située à une centaine de kilomètres de Palangkaraya, où je vis avec ma famille. Ma mission du jour, le sauvetage d'un gibbon. Je suis accompagné de mon fils aîné Andrew. On a appris qu'un animal avait été capturé. Le problème, c'est qu'on nous a donné sa localisation que de façon assez approximative. Alors pour le récupérer, on va se rendre sur place et mener l'enquête. Excusez-moi, monsieur. Je cherche la ville de Muara Seleucing, c'est par où?
Muara Selusing, faut prendre ce croisement là-bas. Oui, c'est ça. Après le champ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc je tourne après le champ et j'y arrive. Merci. Là, on est dans la région de Pandu. Hier soir, on a été informé qu'un petit gibbon avait été capturé par des villageois. C'est un certain Pak Bang Bang qui m'a appelé. Là, on doit chercher parce que je ne suis jamais venu par ici et il faut qu'on récupère le gibbon le plus vite possible. La région de Pundu est particulièrement touchée par la déforestation. Ici, les plantations d'huile de palme ont ravagé l'habitat naturel des gibbons. Et comme la forêt disparaît, les animaux sauvages se font capturer. Un scénario très classique à Bornéo. On cherche Pak Bang Bang qui travaille à la clinique. Ah, Pak Bang Bang de la clinique? Ouais. Il habite à 10 km environ. À 10 km, d'accord. Et quand est-ce que je dois tourner alors? Prends la deuxième à droite et après tu vas tout droit. C'est indiqué? Oui, c'est indiqué. Ah ok, super. Super, merci. Après avoir perdu plusieurs fois notre chemin au milieu des plantations de palmiers à huile, nous parvenons enfin au village de Muara Selusing. Bonjour. Je cherche Monsieur Bambang. Ah, il est là-bas. Monsieur Bambang? Enfin! On a tourné en rond pendant des heures pour vous trouver. Comment allez-vous? Je vous présente mon fils. Non, Sam, tu t'approches pas, toi. Il y a 2 jours, quelqu'un m'a amené le gibbon. Il était inconscient. Comment il va maintenant? Mieux? Oui, il va un peu mieux. Il peut s'asseoir et il bouge un peu. C'est un petit, c'est ça? Oui. Depuis qu'il est là, je ne lui ai donné que du lait. Que du lait, ok. Il est vraiment faible. Il est malade. Oui, mais maintenant, il peut s'asseoir. Hier, il pouvait pas. Ouais, il va très mal en fait. À cet âge-là, les gibbons sont très actifs normalement. Donc il doit avoir un problème. Là, il faut qu'on le ramène le plus vite possible à Palangkaraya pour s'occuper de lui, trouver le traitement adapté et peut-être qu'on arrivera à le sauver. Mais à première vue, il a l'air d'avoir subi un stress très important. Et même s'il n'est pas blessé physiquement, le problème est peut-être juste psychologique. Je pense que l'animal qui a été découvert par M. Bambang devait vivre chez des gens depuis longtemps. Ils ont dû l'abandonner dans une plantation d'huile de palme. Et c'est là que la famille de Pak Bambang l'a trouvé. Nous ramenons à présent l'animal dans les bureaux de la Fondation Kalawet, à Palangkaraya. Ces locaux nous servent souvent pour évaluer l'état de santé des animaux. Et après, on les transporte au camp de Muara TV. Là, ils peuvent vivre au milieu de la forêt, avec les autres gibbons.
Je suis obligé de porter un masque pour ne pas risquer de le contaminer. Comme il est très faible, une simple grippe pourrait le tuer. La première chose à faire, c'est de lui enlever son t-shirt. C'est un gibbon, pas un être humain. Il n'a pas besoin de porter des vêtements ou des couches. Il a juste besoin d'être dans un endroit calme, propre, rempli de feuilles. Ensuite, on doit vérifier qu'on ne leur a pas tiré dessus. Parfois, quand les braconniers volent des bébés gibbons, les bébés s'agrippent à leur mère, dans les arbres. Et là, les chasseurs tirent sur la mère pour la faire tomber. Donc ça arrive que les bébés soient touchés aussi. Dans ce cas-là, on retrouve des balles sous les poils. Regarde, il a déjà des dents là. Mais t'as vu, elles sont toutes petites encore. Et je dirais qu'il doit avoir un peu plus de 3 ans. Le singe n'est pas assez sauvage pour avoir été élevé dans la forêt. Il a sûrement été capturé quand il était tout petit. Son comportement est assez bizarre et il semble complètement aveugle. Il a peut-être eu un accident cérébral à cause du stress intense qu'il a vécu. Avant de pouvoir le transporter, nous devons faire en sorte qu'il s'alimente, sinon il risque de ne pas pouvoir supporter le voyage. Souvent, pour nourrir un gibbon qu'on vient de récupérer, on essaie de lui donner des criquets. Mais là, ça marche pas. Normalement, quand un gibbon malade voit un criquet, il essaie tout de suite de l'attraper. Ça prouve qu'il a faim. Mais là, lui, il réagit pas du tout. Comme il a un problème aux yeux, on va l'appeler Mata. Ça veut dire œil. À vrai dire, on ne sait pas pourquoi il est aveugle, ni s'il pourra recouvrer la vue un jour. Heureusement, après plusieurs tentatives, Mata accepte enfin de se nourrir. Pour l'instant, il va rester quelques jours dans les bureaux de la Fondation. Nous organiserons son transport vers le camp plus tard, car je dois d'abord aller récupérer un autre gibbon dans la ville de Pangkalanbun, située à 450 km à l'ouest de Palangkaraya. Il s'agit d'une femelle gibbon qui se trouve dans les locaux de l'OFI, la Fondation internationale pour la protection des orang-outans. Blessée par balle et capturée par des braconniers, elle a ensuite été récupérée par les gardes du département des forêts, qui l'ont amenée à la Fondation pour être soignée. Les vétérinaires ont réussi à lui sauver la vie, et ils l'ont appelée Ori. Elle a été capturée dans la forêt, c'est ça? Oui, et c'est là qu'elle a été blessée. Oula, elle est grosse. Au début, on croyait même qu'elle était enceinte. Oui, elle est vraiment en surpoids. Normalement, les gibbons sauvages pèsent autour de 7-8 kilos, pas plus. C'est la première fois qu'on reçoit un gibbon. Quand on l'a récupérée, elle était vraiment en mauvais état. Au début, on ne pensait pas pouvoir la sauver. Et puis petit à petit, on a vu que son état de santé commençait à s'améliorer. Et quand je la regarde maintenant, je me dis qu'elle a peut-être une chance de retourner un jour vivre dans la nature grâce à nos amis de Calawet. Maintenant, dès que quelqu'un nous apportera un animal sauvage, quel qu'il soit, on le recueillera. Surtout si c'est un gibbon, parce qu'on a appris à travailler avec eux. On peut les aider et les donner à Calawet. Pour transporter Ori, on doit l'anesthésier parce qu'elle est sauvage. C'est marrant parce qu'ici, ils se servent de sarbacane en bois, comme celle que les Dayak utilisaient avant. Vous voulez utiliser ma xylacine pour l'anesthésier? Non, moi j'ai de la kétamine. On va pas lui donner en plus de la xylacine. Ah bah si vous en avez déjà, très bien. On utilise la kétamine parce que la xylacine, on n'en a presque plus. Vous pensez qu'il faut lui donner quelle dose? Je dirais une dose pour un animal de 12 kilos.
C'est pas facile d'anesthésier un gibbon avec une sarbacane, même quand il est dans une cage. On ne peut pas le toucher n'importe où. Pour l'endormir en toute sécurité, il faut viser l'extérieur de sa cuisse. Si on veut endormir Ori, c'est pour deux raisons. D'abord, on doit la transférer dans une petite cage. Et c'est difficile de mettre un singe adulte comme ça dans une petite cage. Ensuite, on veut qu'elle dorme pendant le transport. Donc le but, c'est que l'effet de l'anesthésiant dure pendant tout le voyage, pour réduire au maximum son stress. Ça y est, la flèche est arrivée pile au bon endroit dans sa cuisse. Maintenant, on attend qu'elle s'endorme. On devrait commencer à voir les premiers effets de l'anesthésie d'ici une dizaine de minutes. Ori est enfin endormie. Je peux à présent la mettre dans une cage pour la ramener à Palangkaraya. Merci pour tout. Vous devriez venir nous rendre visite à Calauet. Oui, on viendra vous voir. Au revoir, merci. Bonne route. Mata et Ori sont à présent réunis. Après avoir tous les deux effectué un long voyage, les deux gibbons vont bientôt pouvoir rejoindre les autres gibbons de Calauet. Ça y est, on est à Calauet. C'est déjà l'après-midi et il est temps pour Mata et Ori de découvrir leur nouvelle maison. Ils vont plutôt bien, mais ils doivent être très fatigués par le voyage. Ils ont subi un gros stress et maintenant ils ont besoin de se reposer dans un endroit très calme. Et cet endroit, c'est Calauet. Hier, on a été prévenu par des habitants de Pundu qu'il y avait un gibbon à récupérer. On l'a trouvé en très mauvais état. Il ne pouvait plus rien faire. Il était dans un panier comme celui-là. Apparemment, il a été abandonné dans un champ d'huile de palme et les gens l'ont laissé pendant 5 jours dans ce panier. Il s'avère qu'il est complètement aveugle. Pourtant, ses yeux semblent normaux, ça doit être un problème nerveux. Quand on est arrivé au bureau, il ne bougeait plus. Non pas qu'il était paralysé, mais plutôt qu'il n'avait pas assez d'énergie pour se déplacer. Après, il a recommencé à manger petit à petit. Ce matin, j'ai vu qu'il avait de nouveau suffisamment de force pour manger, pour se battre. Celle-ci a été prise par des braconniers en mars de l'année dernière. Ils ont pris son bébé et elle a été capturée. Son bébé a disparu depuis. Elle a été récupérée par les gens de l'OFI qui s'en sont occupés. Elle est restée là-bas pendant pas mal de temps. Il faudrait qu'on la mette dans une plus grande cage pour qu'elle puisse au moins se mettre debout. On n'est pas très habitué à cette situation parce qu'à Calauet, presque tous les animaux que nous récupérons ont déjà vécu au contact des hommes pendant quelque temps. Certains ont presque été apprivoisés. Ori est donc un cas assez particulier pour nous parce qu'elle a été capturée à l'état sauvage
alors qu'elle était déjà adulte. Elle risque d'être perturbée par la population très importante de gibbons de Calauettes. Par exemple, demain matin, tous les bruits des gibbons vont sûrement beaucoup la stresser. Et elle risque d'être désorientée. Donc on devra faire très attention à elle. Ce soir, elle va dormir dans une cage. Elle va devoir y rester pendant qu'on lui fait passer tous ses examens. On ne lui a pas encore fait de prise de sang pour vérifier ses maladies. Du coup, on ne peut pas encore la mettre avec un mâle. Les 2 gibbons sont transportés vers la clinique. Nous nettoyons la grande cage située à l'extérieur du bâtiment pour Ori. Depuis notre arrivée, son état commence sérieusement à m'inquiéter. Ori est épuisée. Ça a été un long voyage pour elle. De Pangkalanbun à Palangkaraya et de Palangkaraya à Muara TV, là, il est déjà 16h30 et elle n'a quasiment rien mangé depuis le début du voyage. C'est pas vraiment bon signe. On va essayer de la transférer dans sa nouvelle cage. C'est la première étape pour Ori. Elle doit maintenant rester dans cette cage de quarantaine. Il est tard, elle est très perturbée et elle hésite vraiment à sortir de sa cage de transport. Alors qu'Ori a enfin accepté de sortir de sa cage, c'est au tour de Mata de rejoindre la clinique. La première nuit des 2 gibbons sera décisive pour leur adaptation à leur nouvel environnement. Malheureusement, après une nuit passée au camp, l'état de Ori ne s'est pas amélioré. Ori est encore très perturbée. En revenant ce matin, j'espérais la trouver en train de dormir en haut de sa cage, mais malheureusement, elle est toujours au sol. J'ai l'impression qu'elle n'a quasiment pas bougé depuis hier soir. Et elle refuse toujours de manger. Et là, il y a les cris des autres gibbons et ça doit la choquer de se retrouver ici, parce qu'elle n'a jamais été dans un environnement avec autant de bruit. On lui a donné beaucoup de fruits différents en espérant qu'il y en ait qui la tentent, et qu'elle se remette à manger et qu'elle grimpe en haut de la cage. Elle serait plus en sécurité là-haut. Elle serait protégée de l'eau et des prédateurs. Il pourrait y avoir des serpents ici. Si elle reste au sol, il y a toujours un risque qu'un serpent vienne la mordre. J'avoue que je ne sais pas quoi faire.
En utilisant la langue des gibbons, j'essaie de lui dire que je suis son ami et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Cette grimace que je viens de faire, c'est celle que font souvent les gibbons pour inviter les autres gibbons à jouer. Mais Ori a l'air méfiante. Sa réponse peut être interprétée comme « Je veux pas jouer, t'es pas encore mon ami ». Vu sa réaction, il y a plus de chances qu'elle recommence à manger s'il n'y a personne autour d'elle. Donc pour l'instant, c'est mieux que je m'en aille. Je laisse Ori seule, en espérant qu'elle retrouve l'envie de se nourrir. Mais après plusieurs heures, son état ne s'améliore pas. En regardant ses yeux, j'ai l'impression que son envie de vivre est en train de s'évanouir, qu'elle n'a plus la force de manger, de se lever ou de grimper en haut de sa cage. Plus le temps passe, plus je suis pessimiste sur ses chances de survie. Après avoir passé plusieurs heures aux côtés d'Ori, je décide à nouveau de la laisser tranquille un moment. Je reviendrai plus tard, après avoir effectué ma patrouille quotidienne sur le fleuve. Je suis sur le chemin du retour. Je viens de recevoir un texto de Purbo. Le texto de Purbo dit ceci. L'état de Ori était devenu critique. On a tout essayé, mais elle a fini par mourir. Je crois qu'on a pris une mauvaise décision, en fait. Ori n'était pas prête pour ce long voyage. Même si on pensait que c'était pour son bien, qu'elle pourrait vivre en couple, vivre comme devrait vivre un gibbon. Pas toute seule dans sa cage. Mais ce qui s'est passé prouve que nous avons fait une erreur. Je ne sais pas quoi dire en fait. Ori devrait être avec nous aujourd'hui. On a essayé, mais elle a refusé de manger. Je ne m'attendais pas à ce que son état de santé décline aussi vite. Ça prouve qu'il ne suffit pas de vouloir aider les animaux pour que ça marche. Chez les espèces sauvages, il y a parfois des choses qu'on ne comprend pas. Et maintenant, voilà, Ori est morte. J'aurais dû voir qu'elle n'était pas prête à être transportée. Je pense que le facteur déterminant a été le stress de ce long voyage. Je m'en veux. C'est ma faute. Nous n'avons pas réussi à sauver Ori, mais Mata s'en est sorti. Aujourd'hui, le camp héberge 140 gibbons qui sont en parfaite santé, après avoir failli mourir de malnutrition ou de maladie. Sur les seules îles de Bornéo, Sumatra et Java, on estime qu'il y a encore 6000 gibbons détenus en toute illégalité chez des particuliers. Et des milliers d'autres, encore à l'état sauvage, sont menacés par la déforestation et le braconnage. Pour la Fondation Calawet, la tâche est immense. Et espérer faire changer les choses relève parfois de l'utopie. Mais jour après jour, nous continuons à nous battre. Aujourd'hui, je me rends sur l'île de Sumatra. De Bornéo, il faut 10 heures de vol avec une escale à Jakarta avant d'arriver à ma destination, la ville de Padang. Padang est une grande ville, près de 900 000 habitants. Comme à Bornéo,
Ici, beaucoup d'animaux sont victimes de la déforestation et du braconnage. Calawet y a donc créé un deuxième centre pour leur venir en aide. J'y vais régulièrement pour rendre visite aux équipes de la Fondation. Salut Ferry, ça va? Bien et toi? Super, il a plu ce matin, non? Oui, un peu. Ça a été la route pour descendre? Oui, ça va pas trop mal. Ça va être une grosse journée. Lui, c'est Ferry. Il a rejoint la Fondation Calawet il y a 10 ans. C'est lui qui s'occupe de toutes les activités de la Fondation sur l'île de Sumatra. Le camp se trouve à 7 km. On y va avant qu'il se mette à pleuvoir? Il n'y a que 7 km entre Padang et le centre, mais la piste est très abîmée. Et en plus, le camp est à 1000 mètres d'altitude, donc la montée est un peu extrême. C'est toujours un vrai challenge d'apporter à l'équipe la nourriture et tout ce dont ils ont besoin pour les animaux. Oula, la route a pas l'air géniale. Ouais, s'il continue à pleuvoir, on va pas arriver à monter, je crois. Si, c'est bon, ça passe. Bon, je suis pas mécontent d'être arrivé. Heureusement qu'on n'a pas été coincé par la pluie. On va directement voir les animaux? Ouais, ok. Le centre s'étend sur 8 hectares de terrain et héberge plusieurs dizaines d'animaux. La plupart de ceux qui vivent ici étaient détenus illégalement chez des particuliers. Quand un nouvel animal arrive au centre, il est souvent en très mauvais état de santé. Comment elle va, Curie? Elle va mieux. Ça fait combien de temps qu'elle est là déjà? Presque un mois, c'est ça? Oui, ça fait un mois pile aujourd'hui. Et sa tête, ça a empiré ou pas? Ça a commencé par une petite blessure. Quand on l'a amenée au camp, on ne savait pas trop ce qu'elle avait. On avait l'impression qu'elle avait été attaquée par ses propres parents. Elle était très perturbée pendant le transport. C'était à cause du stress, hein? Oui, à cause du stress. Donc au départ, il y avait une petite blessure. Et après quelques jours, la blessure est devenue plus grosse parce que sa mère l'a grattée et l'a léchée. Et après, la blessure est devenue tellement grosse qu'on commençait à voir l'os du crâne. Au début, on l'a soignée directement dans sa cage. Tu veux dire qu'elle était toujours avec ses parents, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est que ses parents n'arrêtaient pas de gratter et de lécher sa blessure. Ah, ça risquait pas de cicatriser. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on a pris la décision de la sortir de sa cage et de la prendre avec nous à la clinique. Là, ça fait un mois qu'on essaye de la soigner et la plaie commence tout juste à cicatriser. Et elle va mieux maintenant. Quand est-ce qu'on va pouvoir la remettre avec ses parents, tu crois? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'on va essayer de la remettre la semaine prochaine. C'est toujours un dilemme pour l'équipe vétérinaire de séparer un bébé de ses parents quand il a besoin d'être soigné. Parce qu'il y a un risque que ses parents ne l'acceptent pas quand il reviendra. Il y a 3 possibilités. La première, et c'est la pire, il peut arriver que ses parents tuent leur enfant quand on le ramène. Parce qu'ils ne le reconnaissent plus et le considèrent comme un siamang étranger qui vient menacer leur territoire.
La deuxième, c'est qu'ils acceptent leur enfant dans la cage, mais qu'ils refusent de le soigner. Et ça aussi, c'est un problème. La troisième possibilité, c'est bien sûr ce que nous espérons à chaque fois. C'est que ses parents l'acceptent et le soignent. La particularité des siamangs, c'est que les mâles participent aux soins des bébés. Donc il y a des chances que si la mère se désintéresse de son enfant, le père, lui, s'en occupe. On essaie de la remettre à ses parents dans une semaine? On va les voir? À l'état sauvage, on trouve des siamangs uniquement en Malaisie et sur l'île de Sumatra. Ils sont reconnaissables à leurs grosses poches qui se gonflent au niveau du cou quand ils crient. C'est tellement efficace qu'on peut les entendre à plusieurs kilomètres à la ronde. Il s'agit d'une sorte de chant territorial, au cours duquel se répondent le mâle et la femelle. Ah, ils sont magnifiques. Ah ouais, Curie, c'est leur premier bébé en fait. Lui, comment il s'appelle? Rijal. Rijal et elle? Rika. Donc on espère que dans une semaine, ils vont accepter qu'on leur redonne leur enfant. On verra comment ça se passe. Mais le plus important, c'est déjà que la blessure soit complètement cicatrisée. Hein. Juste à côté du camp, la fondation Kalawet a créé en 2011 la réserve de Supayang. Il s'agit d'une zone protégée de plus de 260 hectares. Elle est recouverte de forêts primaires et perchée entre 600 et 1000 mètres d'altitude. S'il s'arrête de pleuvoir, on va peut-être pouvoir les observer. Ferry et moi nous rendons souvent en expédition dans la réserve pour observer les animaux dans leur milieu naturel. Ce matin, nous allons dans un endroit où une famille de gibbons a été récemment localisée. Voilà, c'est dans cette zone que vit la famille de gibbons sauvages. Ils sont 5. Pour l'instant, il n'y a pas de bruit. Peut-être à cause de la pluie. Donc là, on doit juste attendre de voir si des branches bougent. Et si on les entend se mettre à chanter. Toutes les collines en face de nous, y compris là où nous nous trouvons, tout ça appartient à Kalawet. C'est une zone totalement protégée. Le but, c'est que les animaux qui vivent là soient en sécurité et ne soient pas dérangés par les hommes. Ferry et son équipe sont chargés de protéger l'habitat des animaux. Ici, il y a des siamangs, des gibbons, des chats sauvages, des tapirs, des ours et plein d'autres animaux. Le centre a été créé au départ pour protéger les gibbons. Mais en protégeant les gibbons, on protège leur habitat. Donc finalement, tous les autres animaux qui vivent dans la forêt sont eux aussi protégés. Regarde, les voilà. Observer les petits, c'est ce que je préfère. Regarde, le premier est tout noir. Le deuxième aussi. Et le troisième? Le troisième a le poil plus clair. Ouais, t'as raison, il est encore tout petit.
Donc là, on a bien 3 petits, 2 noirs et un clair. Plus les 2 parents, donc on a bien les 5. La population de gibbons et des autres primates est encore très élevée dans la forêt de Supayang. En fait, c'est pas un hasard. Partout dans l'ouest de Sumatra, l'homme a pris possession des plaines. Il a complètement détruit l'habitat naturel des espèces sauvages. Les seuls animaux qui restent en liberté sont ceux qui vivent dans les montagnes, comme ici à 1000 mètres d'altitude. Automatiquement, comme les seuls endroits qui ne sont pas exploités par l'homme sont dans les montagnes, les animaux sont tous venus ici. Ça, c'est le moment que je préfère, de voir ces animaux dans la nature. Après notre rencontre matinale avec la famille de gibbons sauvages, Ferry et moi nous rendons dans un autre secteur de la réserve. Nous pénétrons à présent dans une zone que nous n'avons commencé à étudier que très récemment. Pour savoir précisément le type d'animaux qui vivent dans cette forêt, on utilise un système d'appareil photo automatique. En gros, l'appareil prend une photo dès qu'un animal passe devant son objectif. On appelle ça une caméra trappe. On en a mis une ici. Il y a combien de temps déjà? Ça fait un mois. Un mois, c'est parfait ça. On va maintenant vérifier si des animaux ont été photographiés. La caméra trappe que nous venons relever aujourd'hui a été installée dans un lieu stratégique, en contrebas de la pente, tout près du lit d'une rivière. À cet endroit, les animaux peuvent venir s'abreuver ou simplement circuler plus facilement, parce que le terrain est plus accessible. La rivière ne coule plus. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Cette caméra trappe, on l'a posée précisément ici parce que nous avions détecté des traces laissées par des mammifères de petite taille. Souvent, quand il y a des petits mammifères, ils sont suivis par des prédateurs, comme des tigres par exemple. Donc on a mis une caméra trappe pour en avoir le cœur net. Et j'espère qu'on va avoir des résultats. J'ai amené mon ordinateur avec moi, comme ça, s'il y a des fichiers, et j'espère bien qu'il y en a, je peux lancer la copie directement et relancer ensuite la caméra. Dans la forêt, on a des caméras trappes installées un peu partout. On en a mis plusieurs aux frontières de la réserve, on en a mis une ici. On en a combien au fait au total, Fer? 8. Voilà, on en a 8 qui tournent tout le temps. Il n'y a pas de cornes, hein? Voilà, on vient de regarder toutes les vidéos. On a un muntjak, une espèce de petit cerf. Il est passé précisément là où on avait découvert des traces avec Ferry. Donc on a un muntjak, un macaque aussi. Ce qui est bien, c'est que la caméra peut prendre des photos le jour ou la nuit. Donc même les animaux qui vivent la nuit, comme les porcs-épics par exemple, peuvent être filmés. La bonne nouvelle qu'on a découverte grâce aux caméras, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'espèces que ce que nous avions estimé au départ. À part les primates, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres mammifères terrestres, comme les tapirs. On a pris une photo d'une panthère et même d'un chat sauvage, appartenant à une espèce très rare de Sumatra. C'est vraiment une satisfaction de voir des animaux sauvages dans cette zone protégée.
et de pouvoir les observer grâce à une caméra, sans les déranger. Maintenant, on reprépare la caméra et on reviendra dans un mois pour récupérer les films et les photos et pour vérifier quels animaux sont passés ici. Notre premier objectif, c'est d'abord de lister toutes les espèces présentes dans la réserve. Ensuite, en plaçant nos caméras trappes aux mêmes endroits, sur une longue période de temps, on pourra identifier pour chaque espèce tous les individus qui vivent là, parce qu'on pourra les reconnaître à chaque fois qu'ils sont filmés. Ce sera très utile, notamment pour les gros mammifères comme les tapirs, les cerfs ou les ours. On saura exactement qui vit dans cette forêt. Voilà, j'ai remis la carte, les piles sont encore chargées. Je remets sur on, je referme le boîtier. Ok, c'est bon. Pour nous qui sommes tout le temps confrontés à la détresse d'animaux maltraités par les hommes, c'est un vrai bonheur d'explorer une forêt où les espèces vivent encore à l'état sauvage. Juste ici, regarde. Sous le gros arbre, il y a un truc bizarre. Ici, du temps de l'occupation par les Hollandais, il y avait des mines d'or. Et les chercheurs d'or de l'époque ont même creusé très profondément dans la montagne. Regarde, il y a un gros trou là. Ah, c'est inondé, hein. Si c'est pas trop profond, on peut essayer d'entrer. On sent l'odeur des chauves-souris. De l'eau, pas de lumière. C'est idéal pour les pitons. Ferry cherche d'autres grottes autour et on va explorer tout ce qu'on peut trouver. Regarde ici, il y a un nid d'hirondelles, mais il est vide. C'est quand même fou ce que l'homme est prêt à faire pour trouver de l'or. Notre objectif est d'explorer une à une toutes les mines abandonnées de la réserve, pour savoir précisément quels animaux vivent dedans. Celle-là, elle est inondée. Tu vas voir, il y a plein d'eau dedans. Donc là, on va entrer à l'intérieur. Pour l'explorer, j'ai besoin d'un bâton parce que dedans, il y a de la boue et de l'eau. Et j'ai besoin de savoir si c'est profond. Dans la boue, il y a aussi des excréments de chauve-souris et ça peut être un poison très dangereux. Fer, t'as pris le bâton ? Oui, c'est bon. Ok, je prends la corde. On a aussi besoin d'une corde pour pouvoir retrouver notre chemin. Personne n'a envie de rester piégé à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est inondé. Encore pendant au moins une dizaine de mètres. Il faut qu'on fasse attention parce que si on repère des mouvements, ça pourrait indiquer la présence d'un serpent. C'est un endroit idéal pour différentes espèces qui savent nager. Après la zone qui est inondée, c'est tout sec.
Donc finalement, l'eau les protège des prédateurs parce que la plupart n'oseront pas traverser l'eau. Ok, j'approche de la zone sèche. Si j'étais un serpent, je chercherais un refuge, exactement comme celui-là. Kalau saya jadi ular, pasti saya memilih tempat seperti ini untuk dapat perlindungan. Kita maju lagi sedikit. Continuons à avancer. Ya, sudah tidak kelihatan. Et on voit même plus l'entrée de la grotte, hein. En fait, le fond de la grotte est lui aussi inondé. Peut-être qu'on ne pourra y aller que pendant la saison sèche. Il y a peut-être une dizaine de grottes comme ça dans la réserve de Supayang. Pour l'instant, Ferry et son équipe n'en ont découvert que quelques-unes. Donc on doit continuer les explorations. Nous, bon, on cherche pas de l'or, mais même si ces grottes ont été creusées par les hommes, elles sont devenues un endroit idéal pour que les animaux sauvages viennent s'y réfugier. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé, mais on va revenir ici plus tard, pour explorer la grotte jusqu'au bout. On devrait vérifier de chaque côté de la grotte pour savoir s'il y en a d'autres. Fais gaffe, on s'enfonce là. Je suis heureux parce que ces grottes font de la réserve un lieu encore plus propice à la protection des espèces sauvages. Elles peuvent les utiliser comme refuge. Donc même si aujourd'hui on n'en a pas trouvé, on va continuer à les explorer pour voir si des animaux les utilisent ou pas. L'aventure, elle ne fait que commencer en fait. À la clinique, la blessure de Curie est maintenant cicatrisée. La petite Gibbon va beaucoup mieux. Et il est temps de la ramener dans la cage de ses parents, Rijal et Rika. Heureusement, malgré nos inquiétudes, et après plus d'un mois de séparation, les deux parents n'ont pas oublié leur petite. Je suis tellement heureuse que Curie ait été aussi bien acceptée par ses parents. Ils l'ont tout de suite prise dans leurs bras. C'est vraiment super. Mon séjour à Sumatra se termine par cette belle histoire d'une famille de primates enfin recomposés. Un jour, peut-être, nous pourrons les relâcher dans la forêt, là où ils sont nés, là où personne n'aurait jamais dû venir les capturer. Aujourd'hui, j'ai quitté le camp Kalawet de Sumatra et je fais route vers le district de Pasaman, au nord de Padang. Plusieurs cas de capture d'ours par des habitants ont été recensés dans le secteur.
Je vais retrouver mon ami Ferry, le responsable de Kalawet à Sumatra. Il a déjà été accueilli par les gardes du département des forêts. Bonjour. Bonjour. Alors Fer, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on aille voir comment vont les animaux. Combien il y a d'ours ici? Il y en a 2 qui ont été capturés dans des pièges. Comment vont-ils? Ils sont blessés? Le plus petit a été amputé au niveau de la patte, ici. Et le plus gros, lui, il a eu les ongles complètement coupés. Ils sont dedans, on peut les voir? Oui, oui, on peut y aller. Ok, allons-y alors. Lui, c'est celui avec les griffes coupées. Ça fait combien de temps qu'il a été capturé? Il a été pris dans le piège il y a 10 jours. 10 jours. Les 2 animaux sont des ours malais qu'on appelle aussi des ours des cocotiers. Il s'agit de la plus petite espèce d'ours au monde. Les individus ne dépassent pas 1,20 m et 90 kg. À l'état sauvage, l'ours malais est un noctambule. Il vit en haut des arbres, dans un nid de branches où il passe ses journées à dormir. Ses griffes en forme de lame sont particulièrement adaptées pour grimper aux arbres. L'espèce est menacée par la déforestation. Voici un exemple de conflit qui arrive fréquemment à Sumatra, qui arrive en fait un peu partout, même à Bornéo. Les habitants utilisent des pièges pour chasser. Ils ne sont pas destinés à capturer des ours, mais plutôt des sangliers ou des cerfs. Mais quand les ours passent dessus, ils se font attraper. Si on les découvre pas tout de suite, leurs pattes peuvent être coupées. On peut le voir sur celle du plus jeune ici. Sa patte a déjà disparu et on doit le soigner. Le plus grand a été plus chanceux parce qu'il a juste ses ongles qui ont été arrachés. On espère pouvoir le relâcher très vite dans son habitat naturel. Le problème, c'est où? Parce que si on le relâche n'importe où, il y a un risque que ça recommence et que l'ours se retrouve encore en conflit avec les gens. Nous avons très souvent des conflits à gérer entre les animaux sauvages et la population, que ce soit avec des tigres de Sumatra, des panthères ou des ours. Mais c'est vrai que depuis ces derniers mois, il y a eu une augmentation. Pour ces 2 ours, on espère que les gens de Kalawet vont pouvoir amputer le plus jeune parce qu'il ne va pas bien du tout et il refuse de manger. Le plus grand, on va essayer de le relâcher parce qu'on a pu s'occuper de lui. Ce qu'on espère au département des forêts, c'est que les villageois arrêtent de mettre des pièges et qu'on arrive à leur faire comprendre que ce ne sont pas que les sangliers ou les cerfs qui se font capturer, mais aussi les ours. Or, les ours sont protégés par la loi. C'est beaucoup plus difficile de gérer des animaux sauvages comme ça qui viennent juste d'être capturés dans la nature. Ils sont beaucoup plus agressifs. Le risque de se faire attaquer est beaucoup plus grand pour nous. Donc c'est très difficile. L'animal est très stressé. Mais en même temps, pour lui, c'est qu'une étape à surmonter parce que cette nuit, il sera libre à nouveau.
Ridvan, tu vas directement au camp et l'équipe médicale attendra à Supayang pour le soigner en urgence. Avec Ferry, on va relâcher l'ours adulte le plus rapidement possible avec les officiers du département des forêts. Après, on revient directement à Supayang. Je t'appelle plus tard pour prendre des nouvelles de l'ours, ok? Là, on se rend à l'endroit où nous allons relâcher l'ours. On a encore 2 ou 3 heures de route. C'est quelque chose de traverser une ville comme ça avec un gros ours à l'arrière d'un pick-up. En plus, il laisse souvent ses pattes dépasser de la cage. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'est pour ça qu'on a mis les sirènes, pour qu'on arrive le plus vite possible à notre destination. Ferry et moi, nous nous rendons dans une réserve où on va tenter de relâcher le premier ours. Pendant ce temps, le deuxième animal, le plus jeune, est déjà arrivé au centre de soins de Kalawet. Il a eu la patte prise dans le piège et la plaie est déjà très infectée. L'équipe doit donc l'opérer de toute urgence. Pour éviter tout risque de gangrène, les vétérinaires n'ont pas d'autre solution que d'amputer l'animal. L'amputation doit se faire assez haut sur la patte pour que la plaie puisse être refermée avec la peau du moignon. Après 1 heure d'intervention, l'opération est un succès. Le jeune ours, encore sous anesthésie, est ramené dans sa cage. Sa vie est sauve, mais l'animal va devoir apprendre à vivre sur 3 pattes pour le restant de ses jours. Alors que le jeune ours est déjà en train de récupérer de son opération, Ferry et moi sommes toujours sur la route. Après 4 heures de trajet, nous sommes presque arrivés à destination. Bon, ça y est, nous sommes entrés dans la forêt, mais le chemin est boueux et on ne sait pas si les véhicules vont pouvoir passer ou pas. Il fait déjà nuit, on est bien fatigué et j'ai l'impression que la bataille n'est pas encore terminée. Vas-y, recule, recule. Encore. Ok, donc on va le relâcher dans cette direction. On va reculer la voiture jusqu'ici, je pense. Avec les phares orientés par là, ça devrait le faire. Ouais, faudra juste qu'on fasse gaffe en ouvrant la porte. Vous avez déjà relâché un ours directement depuis sa cage? En fait, non, jamais. Parce qu'il y a une chance qu'il se retourne vers nous et ça peut être dangereux. S'il sort de sa cage et qu'il se retourne, il sera comme ça. Si on peut faire glisser la porte verticalement pour nous mettre derrière, ce serait mieux. Préparons d'abord la corde. C'est notre premier relâche d'ours à Sumatra. Il va falloir improviser. Entre sa capture dans le piège tendu par les villageois, le séjour en cage au département des forêts et un transport de plusieurs heures en 4x4, l'animal est dans un état de stress extrême.
Voilà, on est presque prêt. On va ouvrir la porte en la tirant très vite par le haut. Et ensuite, les gardes vont sauter à l'arrière de la voiture pour pouvoir entrer à l'intérieur. On est plutôt inquiet à l'idée qu'au lieu de courir vers la forêt, ils se retournent et nous attaquent. Ça me stresse un peu, en fait. L'équipe est prête. Une fois la cage ouverte, l'un des gardes va tirer un coup de fusil en l'air pour forcer l'ours à s'enfuir en direction de la forêt. Ok, c'est le moment. C'est maintenant que tout va se jouer. C'est un moment qui me rend vraiment heureux. Le moment où on ouvre la cage et où l'ours peut être de nouveau libre. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines d'ours qui ne peuvent pas être sauvés. Il y en a tellement qui sont tués dans ces conflits de territoire entre les ours et les hommes. Mais cette nuit, c'est un moment très spécial, pour l'animal et pour moi aussi. Après notre nuit agitée dans la forêt, Ferry et moi sommes de retour au camp. Le jeune ours qui a été opéré la veille semble avoir très bien supporté l'intervention. Il a même retrouvé l'appétit. C'est un vrai succès. Parce que je me souviens hier, quand Ferry et moi on l'a vu, on s'est vraiment demandé s'il allait survivre ou pas. Et maintenant, sa blessure est propre et il va mieux. On peut attendre tranquillement que ça cicatrise. On va lui installer un endroit juste pour lui. Et j'espère qu'un jour, on pourra le remettre avec les autres ours. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra jamais être relâché dans la nature. Mais au moins, il pourra avoir une vie décente à Calauet. Nous avions initialement créé ce camp à Sumatra pour accueillir des gibbons. Mais aujourd'hui, nos équipes sont prêtes à recevoir n'importe quel animal en danger. Et chaque jour nous réserve de nouveaux cas. Après les 2 ours récupérés dans la région de Pasaman, les gardes du département des forêts ont à nouveau fait appel à Calauet. Cette fois, ils nous ont signalé la présence d'un siamang détenu chez un particulier, dans la région de Bengkulu. L'animal a été capturé dans la nature à l'âge de 3 mois. Depuis, il a passé 7 ans au bout d'une chaîne, chez son propriétaire. Une détention totalement illégale. Le département des forêts lui a donc ordonné de nous remettre l'animal. C'est Rina, l'une des vétérinaires du centre, qui a été chargée de cette mission. Quand on a voulu la mener dans sa cage de transport, il a refusé. Il réclamait d'aller dans les bras de sa propriétaire. Mais après, quand elle l'a amené devant la cage, il est devenu méfiant et il a commencé à se rebeller. Il ne voulait pas entrer. Et comme il y avait beaucoup de gens autour de lui, il a commencé à être de plus en plus stressé. On a été obligé de faire passer sa chaîne à travers la cage pour pouvoir le tirer de l'intérieur. À première vue, il semblait plutôt en forme malgré les 7 ans passés au bout d'une chaîne. Il arrivait à s'alimenter et à boire tout seul. Et à la fin, on est quand même arrivé à le récupérer sans avoir à utiliser de tranquillisants. Quand il est conscient, c'est plus facile pour nous de vérifier comment il va pendant le voyage. Après un transport en camion de plusieurs heures pour rallier le camp, nous devons à présent faire un check-up complet du siamang.
Il est encore enchaîné dans sa cage de transport. Maintenant, nous allons l'anesthésier pour évaluer son état de santé. Et surtout enlever la chaîne qu'il a autour du cou sans lui faire mal. Ça fait vraiment plaisir de le libérer de ces chaînes qui ont dû le torturer pendant tout ce temps. C'est un de mes moments préférés dans ce genre de cas. Il a été enchaîné pendant des années. En enlevant cette chaîne, pour lui, c'est le début d'une nouvelle vie à Calauet. Quand on reçoit un nouvel animal, on doit inspecter son corps pour vérifier s'il n'a pas des plombs de carabine à air comprimé. Quand les braconniers capturent des jeunes singes, généralement ils tuent leur mère en lui tirant dessus à la carabine. Et comme les petits s'accrochent à leur mère, ils peuvent être touchés eux aussi. L'étape suivante est d'effectuer des prélèvements sanguins. Le but est de vérifier s'il n'a pas contracté de maladie pendant sa détention. Ensuite, nous devrons attendre le réveil de l'animal et suivre de très près l'évolution de son état de santé. Il est encore trop tôt pour l'installer avec les autres siamangs du camp. Nous l'amenons donc, encore endormi, dans une petite cage située au calme, où il pourra récupérer du voyage. Quand il va se réveiller, il sera sûrement un peu perdu. Pour la première fois depuis qu'il a été capturé, alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé qui vivait dans la forêt avec sa famille, il va se réveiller à nouveau au milieu des arbres, ici, et entendre d'autres siamangs autour de lui. Oh non, c'est quoi ça ? Juste au moment où je m'apprêtais à le laisser dans sa cage, je me rends compte que nous sommes passés à côté d'une grosse blessure au niveau de son cou. C'est la chaîne qui a fait ça. La plaie était cachée sous les poils. Pourtant, je l'ai attrapé par le cou ce matin et j'ai rien vu. Les animaux sauvages peuvent facilement nous tromper. Même quand ils souffrent, ils essaient de le cacher parce que pour survivre dans la nature, ils doivent tout le temps donner l'impression d'être en bonne santé. Et ce matin, on s'est tous fait avoir. On le voyait bien s'alimenter, être actif dans sa cage. Et tout ça malgré une plaie aussi grave. Ça, c'est parce qu'il a été enchaîné il y a des années, alors qu'il devait être encore tout petit. Ensuite, il a grandi et ses propriétaires n'ont pas desserré la chaîne. Et avec le temps, elle s'est carrément incrustée dans la peau. Nous sommes obligés de ramener immédiatement l'animal à la clinique. Comme il est encore sous anesthésie, les vétérinaires vont se charger de nettoyer et recoudre sa plaie. Vu la profondeur de sa blessure, c'est presque un miracle qu'elle ne soit pas infectée et qu'il ait pu survivre aussi longtemps.
Encore un exemple terrible d'un animal victime des hommes, qui a été capturé et torturé pendant des années. Avec une blessure aussi grave, c'est sûr que son séjour à Kalawet va être long. On n'est pas prêt de le relâcher un jour dans la forêt. Comme le siamang enchaîné pendant 7 ans, les animaux de Kalawet doivent en quelque sorte reprendre goût à la vie. Pas encore une vie à l'état sauvage, mais déjà plus proche de celle qu'ils ont connue à leur naissance. Dans le camp, des nouveaux pensionnaires arrivent presque chaque semaine. Et ce matin, ce sont 2 singes venus d'un autre archipel qui nous ont été confiés. C'est marrant, le corps est presque identique, mais un peu plus large. Donc voilà Diora et Mandu, 2 gibbons vraiment spéciaux parce qu'ils appartiennent à l'espèce des gibbons de Klos. On en trouve uniquement sur l'archipel des Mentawai. C'est une des espèces les plus menacées d'extinction en Indonésie, à cause de la déforestation et du braconnage. Et la seule association qui leur vient en aide, c'est Kalawet. J'ai l'espoir qu'ils puissent un jour retourner vivre à l'état sauvage, parce que dans l'archipel des Mentawai, il existe encore des zones forestières qui n'ont pas été transformées en plantations, contrairement à Bornéo. Les gibbons de Klos sont souvent appelés les siamang nains, parce qu'ils ont une fourrure noire, comme les siamang, et qu'ils sont l'espèce la plus petite chez les gibbons. Aujourd'hui, il reste à peine quelques milliers de gibbons de Klos qui vivent à l'état naturel. Diora et Mandu, eux, viennent du parc national de Siberut, sur l'archipel des Mentawai. Ils ont été capturés par des habitants, puis confisqués par le département des forêts qui nous les a envoyés. C'est Toto Indrasvento, le directeur du parc, qui est venu en personne pour nous confier les 2 gibbons. Un jour, Kalawet pourra peut-être construire un centre dans le parc national de Siberut. Comme ça, quand on récupérera un animal, on n'aura pas besoin de l'envoyer si loin. Ici, l'environnement est un peu différent de celui de l'archipel des Mentawai. Donc ce serait mieux s'il pouvait rester là-bas. Ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'on les aura soignés ici, ils puissent être ramenés et relâchés dans le parc national, là où ils sont nés. Comme ça, on arrivera à préserver toutes les espèces sauvages qui vivent dans la réserve de Siberut. 2 ours capturés dans des pièges qui ont eu la vie sauve, un siamang libéré après 7 ans passés au bout d'une chaîne, 2 gibbons de Klos venus se faire soigner au centre. Chacun de ces cas montre à leur manière que nos efforts commencent à porter leurs fruits. Kalawet a su gagner la confiance des autorités de Sumatra et des gardes du département des forêts. Ce sont eux à présent qui nous sollicitent lorsqu'ils sont informés qu'un animal est détenu chez un particulier. Peut-être le signe d'un changement de mentalité sur l'île. Et la preuve, en tout cas, que les habitants prennent peu à peu conscience que la protection des animaux sauvages doit devenir une priorité pour toute l'Indonésie. Aujourd'hui, je me rends au cœur de la ville de Padang, située sur la côte ouest de l'île de Sumatra, où vivent près d'1 million d'habitants. Padang est un centre de commerce important depuis le XVIIe siècle. À l'époque, l'endroit appartenait aux Hollandais. Ils exploitaient du poivre, du café et surtout de l'or. Aujourd'hui, la ville est prospère et exporte ses nombreuses ressources vers tous les pays d'Asie. Dans les marchés, on trouve de tout et il n'est pas rare que des animaux sauvages soient vendus tout à fait librement. Avec mon ami Ferry, qui dirige le centre Kalawet de Sumatra, nous nous rendons justement dans l'un des marchés aux animaux de Padang. Lors de nos visites, nous jouons souvent le rôle de simples acheteurs, voulant faire l'acquisition d'animaux protégés pour ne pas effrayer les commerçants.
Dans des endroits comme ici, on peut commander n'importe quoi. Ils nous le donnent. Les animaux protégés ne seront bien sûr pas exposés sur les étalages, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les acheter. C'est plus petit maintenant, c'était pas plus grand avant? Avant c'était plus grand ici, il y avait plus de monde. Avant, oui. Si on veut acheter un siamang, est-ce que quelqu'un peut nous en vendre un? Non, il n'y en a pas qui vendent des siamangs. D'ailleurs, ici, on n'en trouve plus. Et d'autres singes alors? Si moi je veux un singe pour aller chercher des noix de coco. Si, de temps en temps, il y en a. Des macaques. Il y a des macaques à queue de cochon. Des quoi? Il y a des macaques à queue de cochon. Il y a des gibbons aussi. Des gibbons, t'es sûr? Je sais pas, l'autre, là. Celui qui chante? Non, le jaune. Le langur? Oui, oui. Donc des gibbons, il n'y en a pas. Non, 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 il n'y a pas de gibbon. Mais moi, si je veux en acheter un, je fais comment alors? Je sais pas où il y en a qui en vendent. Même nous, ici, si quelqu'un essaie de nous en vendre, on n'achète pas parce que c'est une espèce protégée. Mais des langurs, il y en a. Hein. Oui, oui, il y en a. Il y a des jaunes, il y a des noirs. Ah ouais, les jaunes sont magnifiques. C'est le symbole de l'ouest de Sumatra. Mais aussi, ils sont en danger. Ouais, mais on peut les garder comme animaux de compagnie, non? Oui, oui, on peut. Mais c'est rare. Il y en a de moins en moins dans le marché. Mais par contre, des macaques, c'est facile à trouver. Ouais, des macaques. Il y a aussi ça. Oh, je l'avais pas vu tout à l'heure. Je peux regarder? Il dort. Il dort toute la journée, non? Oui, ils sont comme ça, ils sont timides. Si je lui donne à manger, il se réveille. Il y a des bébés? Non, non. Des loris comme ça, vous les vendez combien? 100 000 roupies, et même plus. Parfois 200 000. 200 000? Ouais. Les adultes comme ça, les gens d'ici les achètent pour des médicaments un peu spéciaux. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, pour des médicaments aphrodisiaques. Quelle partie ils mangent? Le cœur. Le cœur? Mais pourquoi tu parles si bas? Il y a plus de monde qui recherche des bébés. Un comme ça, il peut mordre, non? Oui, il mord. Celui-là, c'est comme les langurs, t'as le droit de le vendre? Non, en fait, ils sont protégés aussi. Ah, ils sont protégés. Oui, ils sont protégés, mais c'est pas aussi strict qu'avec les siamangs. Il y en a plein comme ça dans la forêt. Donc si tu vois des loris comme ça, tu les achètes et tu les exposes pour les revendre. Voilà. C'est pas toi qui vas les chasser dans la forêt. Non, non, non. Ok, allez, merci pour toutes ces infos. Hein. Les loris sont protégés en Indonésie. Pourtant, ce commerçant ne semble pas du tout inquiet à l'idée de se faire attraper. Votre écureuil, combien il coûte? Non, non, c'est pour nous tenir compagnie. Il n'est pas à vendre? Non. C'est le vôtre? Oui, oui, c'est le nôtre. Ah, c'est le vôtre, ok. On trouve ce genre de marché aux animaux dans toutes les grandes villes d'Indonésie, même à Jakarta, la capitale. Les autorités n'interviennent que très rarement pour vérifier quelles espèces sont vendues sur les étals. Et le commerce d'animaux sauvages continue à prospérer dans tout le pays. À Sumatra, les habitants ne sont pas vraiment sensibilisés aux risques qui pèsent sur les espèces protégées par la loi. Certaines pratiques durent depuis des décennies, et c'est difficile de faire changer les mentalités.
Il y a aussi un autre problème à Sumatra, spécialement sur la côte. Les habitants ont pris l'habitude d'aller prendre des œufs de tortue pour les vendre. Il y a 2 espèces qui sont particulièrement menacées, la tortue verte et la tortue imbriquée. Elles sont protégées d'ailleurs. Mais malgré ça, on voit encore beaucoup de gens dans les grandes villes, comme ici à Padang, qui continuent à vendre les œufs de tortue. On peut peut-être aller vérifier sur place s'ils vendent des œufs par là-bas, non? Cette grande rue située juste à côté de la mer prouve à elle seule à quel point la loi n'est pas respectée. Boutique après boutique, Ferry et moi constatons la présence d'œufs de tortues de mer. Bien sûr, comme ces tortues sont protégées, leurs œufs le sont aussi. Et si tous leurs nids continuent à être régulièrement pillés sur la plage, la survie des populations de tortues marines de Sumatra sera sérieusement menacée. La relation entre les hommes et les animaux en Indonésie est décidément complexe. La population est habituée à vivre au milieu d'une biodiversité très riche. Elle n'a pas forcément conscience qu'une menace pèse sur la survie de certaines espèces, surtout quand l'animal fait partie de la vie quotidienne des gens. C'est justement ce que nous nous apprêtons à observer, Ferry et moi. On nous a indiqué la présence d'un singe dans une plantation de cocotiers, située tout près de la ville de Padang. Ici à Padang, il y a une tradition un peu particulière. Beaucoup de gens utilisent des singes, et notamment des macaques à queue de cochon, pour grimper aux cocotiers et prendre les noix de coco. C'est un exemple dans lequel l'homme utilise des animaux sauvages pour faire le travail à sa place. Mais cette situation n'est pas aussi belle que nous pourrions le penser, où on aurait à chaque fois une relation harmonieuse entre le singe et son maître. On se rend justement dans une maison où il y a une femelle macaque utilisée pour la collecte des noix de coco. Ce qu'on peut observer dans la relation homme-animal, c'est qu'il y a aussi un lien avec ce qui se passe dans la nature. Actuellement, près de 80% des macaques qui montent au cocotier sont des femelles. Tout simplement parce que les femelles sont plus habituées à obéir. Dans la nature, elles obéissent aux mâles qui sont les chefs de groupe. Comme là, elle vit dans l'environnement des hommes, eh bien, elle obéit à son maître. Elle s'appelle comment? Moi, je l'appelle juste macaque. Ah, juste macaque. Ouais, simplement macaque. Vous allez chercher des noix de coco juste dans la région de Padang ou parfois vous prenez la moto pour aller ailleurs? Ouais, on peut aller très loin tous les deux. En observant le langage du corps, on peut voir que la femelle se comporte exactement comme elle le ferait dans la nature. Elle marche à côté de son maître, comme s'il était le mâle dominant qui dirige son groupe. Vous avez commencé quand à utiliser des macaques pour les noix de coco? Ça fait longtemps, c'est quand j'habitais à Pariaman. À Pariaman, vous en aviez déjà? Oui. Là, on peut voir à quel point le travail des hommes peut devenir facile lorsqu'ils ont recours à un macaque pour aller chercher quelque chose en haut des arbres. C'est compliqué. Ceux qui utilisent les singes pour la récolte des noix de coco, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mais pour le macaque, on est loin de la vie qu'il est censé avoir à l'état sauvage. Normalement, il devrait être dans les arbres, en groupe de 10 ou 15 individus. Et surtout, libre. Mais en même temps, la relation qu'il y a entre ce macaque et son maître est très forte. J'imagine que cet homme aurait du mal à vivre sans son singe.
D'après lui, de tous les macaques qu'il a eus, c'est cette femelle qui est la plus obéissante. Ah ouais, c'est la plus sage qu'il ait eue? Avant, il avait un mâle, mais il se battait avec les gens ici. Ah bah justement, parce que c'était un mâle. Il dit que les enfants venaient jouer avec lui et qu'il se faisait mordre. Il dit que depuis qu'il a commencé son activité, il a eu une vingtaine de macaques, souvent des mâles. Il ne les gardait que tant qu'ils étaient jeunes. Quand leurs canines commençaient à devenir très grandes, il les vendait parce qu'il avait peur d'être mordu. Vous en avez des marques de morsure au bras? Bah oui, regarde ici. Ah ouais, il vous a mordu jusqu'à l'os. Alors c'est vraiment un grand dilemme. Parce que clairement, ce monsieur ne pourrait pas vivre sans son macaque. C'est ce qui lui permet d'avoir un travail et un revenu. Moi, je voudrais que tous les animaux sauvages, comme cette femelle macaque, puissent vivre dans la forêt, pas ici. Mais c'est pas une situation si simple en fait. Pour protéger les animaux sauvages, il faut repenser tout le système. Interdire leur commerce ou leur exploitation obligerait tous ceux qui les utilisent à trouver d'autres ressources. Les visites dans le marché aux animaux et dans les environs de la ville me montrent à nouveau l'ampleur du travail qui reste à accomplir à Padang. Après ces quelques jours passés à Sumatra, je suis à présent de retour sur l'île de Bornéo. Ici, grâce à Radio Kalawet, nous recevons régulièrement des informations sur des gens qui détiennent des animaux illégalement. Salut les amis, c'est 99.1 FM, c'était Rihanna avec Monster. Il est bientôt 11h du matin et c'est l'heure pour Willy de vous quitter. Mais restez avec nous parce qu'après ce morceau, vos programmes continuent sur Radio Kalawet. Et n'oubliez pas de protéger la nature pour notre futur. Bye bye. Bye bye. Allô Will? Allô Will? Oui, il y a un auditeur via Twitter qui nous dit qu'il connaît quelqu'un qui garde un ours chez lui. Via Twitter. Ok, ça a dû être partagé sur Facebook. Je vais vérifier au bureau. C'est dans le quartier de Kalibata? Ils savent pas vraiment où c'est, mais oui, ils disent que c'est dans le quartier de Kalibata. Ok, je vais vérifier, merci Will. Nos auditeurs postent parfois des photos sur les réseaux sociaux. Elles nous permettent de préciser la localisation de l'animal ou les conditions dans lesquelles il vit. C'est le cas de cet ours, qui semble être gardé dans une cage très sommaire. Je décide de me rendre tout de suite dans le quartier de Kalibata pour en avoir le cœur net. Une fois arrivé sur place, l'information est vite confirmée. Il y a bien un ours gardé en cage, devant la maison d'un particulier. C'est un ourson âgé de 4 mois. Il a dû être capturé il n'y a pas si longtemps. Excusez-moi, désolé de vous déranger. Je suis Shani de la Fondation Kalawet. Je peux vous parler? Donc je suis de la Fondation Kalawet qui est partenaire du département des forêts. On s'occupe des animaux sauvages et on les aide à retourner dans la nature. Et on vient d'avoir l'information qu'il y avait un ours ici et j'aimerais rencontrer le propriétaire. Si vous voulez le prendre, c'est bon. Mais vous devrez me rembourser les frais de sa nourriture et tout ce que je fais pour m'occuper de lui. Non, je peux pas faire ça, madame. Parce qu'après, les gens penseront que Kalawet vend et achète des animaux sauvages. Ça risque de créer de la confusion et les gens viendront ensuite nous voir avec leurs animaux pour les vendre. Nous, on veut pas de ça. Alors, je dois demander à mon mari d'abord. Mais là, il n'est pas à la maison. Et il revient quand? Pas avant ce soir. Mais revenez plus tard pour qu'il ait eu le temps de se reposer un peu. Ok, très bien. Je reviendrai ce soir alors. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Bapak Eddy. Monsieur Eddy, d'accord. Merci, madame. Désolé pour le dérangement. Lors de ce genre de visite, même si voir les animaux vivre dans ces conditions me révolte, j'essaie de rester le plus amical possible. J'ai appris au fil des années qu'entrer en conflit avec les propriétaires ne sert à rien. J'essaie donc d'argumenter en espérant les convaincre de rendre leur animal.
Il est 6 heures du soir et je retourne chez les propriétaires de l'ourson. J'espère que le mari est rentré et qu'il sera d'accord pour me donner l'animal. J'ai bon espoir. On va voir si ça marche. J'espère en tout cas. Désolé, je suis en retard. Pas de problème. Bonjour monsieur. Je l'ai acheté 1 million de roupies, cet ourson. Plusieurs fois, des gens ont voulu me l'acheter, mais j'ai pas voulu. Moi, je suis d'accord pour vous le donner, mais vous savez, je ne suis qu'un petit fonctionnaire. En plus, j'ai dû d'abord acheter l'ours et ensuite économiser de l'argent pour le nourrir. Donc si vous voulez le prendre, c'est d'accord, mais vous devez me rembourser. Vous aimez les animaux, moi aussi je les aime. Mais vous pouvez pas venir chez moi et juste le prendre comme ça. Vous prenez soin des animaux, mais nous les humains, faut aussi penser à nous. Il y a une époque où j'avais plus d'argent. Eh ben j'ai dû économiser de la nourriture pour lui. Ça m'a coûté des sous tout ça. Si j'avais voulu le vendre, je l'aurais déjà fait depuis longtemps puisque plein de gens ont voulu l'acheter. Demandez à mes enfants. Si je l'avais vendu, mes enfants se seraient mis à pleurer. Vous verrez d'ailleurs, si l'ours s'en va, ils vont être très tristes parce qu'ils sont très proches de lui. Je comprends, mais d'abord, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis venu ici. Moi, je fais pas partie du département des forêts. Hein. Je travaille pour une association qui est partenaire du gouvernement et qui s'appelle Calawet. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est aller chez les gens qui ont des animaux sauvages chez eux. Certains les ont achetés, certains les ont récupérés directement. Mais si je l'avais pas acheté, il serait probablement mort. Il avait 1 mois à ce moment-là. Oui, mais vraiment, monsieur, à Calawet, quel que soit l'animal qu'on vient récupérer, et peu importe à qui il appartient, on ne rembourse pas les gens. Et ça, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. On doit juste respecter cette façon de procéder. Et je travaille pas tout seul, hein. Tout ce que je fais, j'en informe le département des forêts. Oui, mais imaginez si quelqu'un vient ce soir ou demain et veut l'acheter. Moi, je le vends, et après, j'ai plus rien d'autre à faire. Ah, mais ça, c'est pas possible, monsieur, parce que j'ai pris l'ours en photo et j'ai prévenu le département des forêts. Donc vous êtes responsable de cet ours maintenant. Ah, donc si je le vends parce que j'ai besoin d'argent et que j'ai besoin de récupérer tout l'argent que j'ai dépensé pour cet ours, j'ai pas le droit. En fait, tout le monde s'en moque, que quand moi j'avais plus d'argent, je mettais quand même de côté pour lui acheter du lait. C'est vrai ou pas? Que ce soit dans 6 mois, demain, ou avec ou sans caméra, je n'ai pas le droit de vous payer. C'est contre l'éthique et c'est illégal. Je suis désolé. Je comprends votre point de vue, je l'accepte, mais je peux pas faire ça. Donc je vous donne mon numéro de portable, vous y réfléchissez, et j'espère que vous me rappellerez. Tu comprends mon point de vue? On se comprend tous les deux. Oui, je vous comprends, bien sûr, mais encore une fois, je travaille pour une association. Je suis juste quelqu'un qui essaye d'aider les animaux. J'appartiens à aucune agence gouvernementale, moi. Ok. Je vous donnerai l'ourson. Je veux bien essayer de comprendre votre programme, mais vous devez me comprendre aussi. Mais je vous ai dit que je vous comprenais, monsieur, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'aime les animaux. Hier, j'ai presque acheté un chat sauvage au marché. Mais faut comprendre, monsieur, vous devez plus acheter d'animaux. Oui, mais il allait mourir. Attends. Ce chat allait mourir. Oui, ok. Ça, j'ai bien compris, monsieur, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de ne plus acheter d'animaux. Ce chat va mourir, je vous le dis. Eh ben, c'est mieux comme ça. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi. Écoutez le message qu'on essaie de passer sur Radio Calawet. Si vous voyez des animaux en vente au marché, ne les achetez pas. Le vendeur, il a sûrement dû travailler dur pour l'avoir. Et s'il n'arrive pas à le vendre, il réfléchira à 2 fois avant d'essayer d'en vendre un autre. L'ourson, quand les braconniers l'ont attrapé, ils ont tué sa mère. Si personne ne veut l'acheter, la prochaine fois, ils hésiteront avant de le capturer. Je ne peux pas forcer cet homme à me remettre l'ours. Je ne suis pas sûr de l'avoir vraiment convaincu. Alors j'essaie une dernière fois de lui expliquer que ce qu'il fait est illégal et qu'il prend des risques en gardant l'animal chez lui. Je m'en vais, merci madame. Appelez-moi tôt ou tard, il va être confisqué de toute façon. Et plus longtemps vous le gardez, mettons encore 1 an par exemple,
plus vous allez dépenser d'argent pour le nourrir. Je vous le dis parce que je ne veux pas vous prendre par surprise, je dois donner toutes ces informations au département des forêts. Donc vous leur expliquerez si vous voulez. C'est leur travail. Maintenant, vous le savez, vous êtes au courant. Moi, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir reçu, monsieur. Moi. J'en ai marre. On n'a fait que parler. Argent, argent, argent. Si ça marche pas, c'est de ma faute. Ça voudra dire que j'ai pas réussi à trouver les bons arguments et à le convaincre. Je suis pas policier, moi, je suis pas militaire. Mais bon, de toute façon, dans ce pays, même les forces de l'ordre ne servent à rien. Et je peux rien y faire, parce qu'il y a des centaines de cas comme celui-là à Bornéo. Et maintenant, je rentre à la maison avec une cage vide. Après ma visite chez les propriétaires de l'ours, je me rends à présent dans la famille Sarno, qui détient un gibbon. Mêmes arguments, même situation. La femme du propriétaire clame son amour pour l'animal. Cette fois, je suis venu accompagné d'un responsable du département des forêts. S'il vous plaît, je veux le garder. Ce que je vous dis, c'est que si vous refusez de le donner, un jour le gouvernement viendra le récupérer, que vous le vouliez ou non. Moi, je suis comme vous. Je suis un amoureux des animaux sauvages et des gibbons. Je voudrais vraiment qu'on travaille ensemble pour le bien-être de votre singe. J'aimerais que vous voyiez combien de place nous donnons à nos gibbons au centre Calawet avant de les relâcher dans la nature. Ils sont dans des cages de 6 mètres de hauteur. Nous découvrons le gibbon à l'arrière de la maison, détenu dans de très mauvaises conditions. Malgré ça, nous restons courtois. Notre but n'est pas uniquement de récupérer l'animal, mais plutôt de faire évoluer la mentalité de ses propriétaires. Ça fait presque 1 heure que je parle avec M. Sarno et sa femme. Et j'ai pu aussi voir l'animal. On voit que la dame aime profondément son singe. Mais ce n'est pas comme ça qu'on aime un animal sauvage. Lui, il devrait être libre dans la nature. Et elle devrait le confier à Calawet. Mais j'ai bon espoir qu'elle nous appelle. Je crois qu'elle a commencé à comprendre. Même si les gibbons peuvent être confisqués sans l'accord des propriétaires, il est parfois préférable de le faire de façon amicale. De faire en sorte que les gens comprennent que c'est pour le bien de l'animal qu'ils doivent nous le donner. Plutôt qu'avoir des gens en colère qui ne comprennent pas pourquoi on vient leur confisquer, qui ne comprennent pas pourquoi il est important de le protéger et d'essayer de le relâcher un jour dans la nature. Depuis 15 ans, nous essayons de transmettre nos messages sur la nécessité de protéger les espèces sauvages. Et même s'il reste encore des centaines d'animaux détenus en captivité, j'ai l'impression que notre travail commence à porter ses fruits. Jour après jour, à Bornéo ou à Sumatra, les équipes de Calawet parviennent à secourir des animaux. Après s'être réadaptés à leur vie au milieu des arbres, certains pourront même retrouver la liberté. Je sais que nos missions sont loin d'être terminées. Mais malgré les échecs et les doutes, je veux garder espoir que les choses évolueront en Indonésie. Que tous les habitants apprendront petit à petit à vivre en harmonie avec les animaux. Et qu'un jour, la faune sauvage pourra vivre en paix, protégée des hommes, dans la forêt.